Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus à ce petit déjeuner qui est organisé par la Fondation Palladio dans le cadre de deux de ces initiatives. Une première qui est celle de l'Université de la Ville de demain qui engage des actions collectives. J'invite peut-être Virginie à dire un tout petit mot sur ces actions collectives. C'est un petit déjeuner qui s'inscrit dans l'action collective autour de l'eau. Bonjour à toutes et à tous. Donc Virginie Alonzi, directrice prospective chez Bouygues Construction, mais aujourd'hui effectivement avec cette casquette autour de cette action collective autour de l'eau. Juste peut-être pour ceux qui viennent pour la première fois, ces actions collectives portées par la Fondation Palladio, c'est vraiment une coalition d'acteurs publics et privés dont l'objectif c'est d'avancer sur un enjeu majeur et donc surtout de pouvoir aller plus vite que la réglementation. Donc en fait cette action collective elle a débuté cet été. On est quelques membres, on va dire, un comité de pilotage avec Action Logement dont Marine Cara qui est là aujourd'hui, avec Paris La Défense et l'Observatoire Immobilier Durable et Bouygues Construction, et surtout donc plein d'autres acteurs. L'idée étant d'aboutir à différents livrables qu'on vous partagera en particulier l'année prochaine. Et donc là, nous sommes dans la phase acculturation jusqu'à la fin de l'année. Et à partir de début d'année prochaine, on sera plus dans la phase co-construction. Donc merci à tous, en tout cas, de contribuer à cette action collective pour que notre bien commun, l'eau, cette ressource précieuse, on puisse avancer ensemble sur le sujet. Merci Virginie. Et par ailleurs, en acculturation, à la Fondation Palladio, on fait en sorte aussi de rapprocher le monde de la recherche et le monde des entreprises. C'est le sens du connecteur innovation-recherche dont nous organisons des petits déjeuners. Donc vous voyez, on a fait quelque chose de très synergique aujourd'hui. Le titre « Prendre soin de la ressource en eau », c'est aussi un écho avec « Prendre soin de la ville » qui a été le cycle de l'Institut Palladio qui forme les acteurs de la production urbaine à travers des thématiques annuelles. Et cette thématique annuelle est justement celle de prendre soin, de porter l'attention à. Et donc, quand on parle de la ressource en eau, on se rend compte qu'on est sur un des sujets majeurs, très importants aujourd'hui sur les questions de stratégie environnementale. On va en parler pendant une petite heure avec Marie-Christine Huot. Marie-Christine, bonjour, vous êtes ingénieure et vous êtes directrice de la stratégie eau et climat de Veolia. Et on va aussi en parler avec Esther Creuser-Delbourg. Bonjour Esther, vous êtes économiste et fondatrice d'une start-up que vous pouvez nommer. Ça s'appelle Waterwiser. Waterwiser, je l'ai fait avec l'accent, autour notamment des enjeux d'économie et de gouvernance de l'eau, mais pas que, et on va l'évoquer dans un instant. D'abord, Marie-Christine, vous êtes directrice de la stratégie eau chez Veolia. En quoi ça consiste? Et puis, comment est-ce que vous pouvez présenter ces enjeux de l'eau quand vous êtes à l'échelle d'un grand groupe industriel, mais également un groupe industriel très impliqué dans la question de la gestion urbaine? Alors, mon métier au quotidien, c'est d'aider l'ensemble des développeurs chez nous, chez Veolia Eau. Alors, je suis à la partie France sur l'adaptation des solutions d'aujourd'hui et de demain. Parce que vous l'avez tous compris, le climat change, l'aménagement continue, les besoins de logement continuent, les besoins de faire vivre les territoires. Et sans eau, il n'y a rien, tout simplement. Et c'est par le manque qu'on s'en rend compte, ou quand il y a trop d'eau en trop peu de temps, on voit bien les effets que ça peut procurer. Donc l'eau redevient l'élément dimensionnant, et donc nous on est aux côtés des collectivités territoriales en priorité, mais également aux côtés des industriels et des tertiaires pour accompagner à trouver la bonne trajectoire de transformation, puisqu'on est tous dans cette nouvelle période de transformation. Prendre le temps de choisir les bonnes solutions, ce qu'on appelle les idées sans regret, les solutions sans regret pertinentes, et de faire bifurquer ou de réajuster les fausses bonnes idées, parce qu'il y en a. Et le but, c'est qu'on n'a plus de temps à perdre, et qu'on n'a plus le temps à perdre d'être dans des impasses, parce que l'argent est précieux, la ressource en eau est précieuse, et donc on doit avancer collectivement. Et je trouve que ces démarches que vous initiez d'acculturation sont essentielles, et après de co-construction, parce que je pense qu'un des travers, entre guillemets, un des points faibles de notre métier, c'est que ça a été un métier de l'invisible. Pendant qu'on se parle, l'eau coule sous nos pieds. Vous ne savez pas si l'eau fuit ou pas, jusqu'au jour où on s'en rend compte parce que l'événement est trop important, ou parce qu'il n'y a plus d'eau à mon robinet, ou parce que j'ai une déferlante, comme ça s'est produit récemment d'ailleurs, ce qui m'a fait un peu sourire à l'Assemblée nationale, qui s'est retrouvée les pieds dans l'eau. Donc je trouvais ça très amusant, mais ça permet de faire prendre conscience. Voilà. Bon, désolée, je suis un petit peu grippée, donc voilà.
Alors, on a dit c'est de l'acculturation. On a déjà commencé à s'acculturer à des notions comme grand cycle de l'eau, petit cycle de l'eau. Est-ce que vous avez apporté quelques petites présentations sur ce sujet ? Très rapidement, puisqu'on a peu de temps ce matin, donc on est dans la phase acculturation. Et puis, moi, j'aime bien aussi partager. Donc, surtout, voilà, c'est un peu un spot, un peu à l'échelle de situation générale et d'arriver un peu à des orientations de solutions pour vous brosser un peu les grands enjeux. À nouveau, je parle que de la France, bien évidemment. Petite notion rapide, je pense que vous êtes tous passés par la case école et le cycle de l'eau, ça vous parle, sauf qu'on l'a bien vite oublié. Et le cycle de l'eau, vous l'avez ici en image, en fait, c'est 2 cycles. Le grand cycle dit naturel de l'eau, ce qui, par la pluie, qui nous arrive, qui touche le sol, qui ruisselle, qui s'infiltre dans les nappes. Et puis à partir de là, on va s'en servir pour produire de l'eau potable et puis récupérer nos eaux usées, dès qu'on tire la chasse d'eau, les eaux de douche, etc. On les collecte, on les envoie, on les transfère et on les traite à la station d'épuration et on restitue au milieu naturel et ainsi la boucle est bouclée. Ça, c'est un travail de l'invisible. Alors, j'ai une première question. Ceux qui ont bien pris le café plutôt que la tisane ce matin, est-ce que, comme ça, à brûle-pourpoint, combien, quand une goutte d'eau tombe au sol, combien, dans cette goutte d'eau, de proportion repart à l'atmosphère avant même qu'elle s'infiltre dans les sols ? En moyenne française. Allez, rapidement, à la louche. Qui lève pour 60% la main ? Qui pour 40 ? J'aime bien la France, elle est toujours au milieu. Et qui pour 20, bien sûr, c'est beaucoup moins. Eh ben, c'est 60. Eh oui, parce que la France, elle est bien dotée de paysages, elle est dotée de grande majorité de bons sols. Mais en fait, la température fait que quand une goutte d'eau tombe au sol, 60% repart. Donc quand on vous pose la question et qu'on nous pose la question, Marie-Christine, ça suffit, il n'a pas arrêté de pleuvoir, ne me dis pas que les nappes ne sont pas rechargées. Eh ben non, 60% repart avant qu'elles s'infiltrent. Et il n'y a que 20% qui s'infiltrent en moyenne dans les sous-sols. Donc, alors bien sûr, après, ça va se moyenner sur l'année, mais c'est une moyenne et c'est une notion à avoir présent à l'esprit. Et c'est d'autant important, c'est qu'à l'échelle d'un quartier, eh bien souvent, les aménageurs n'y pensent pas vraiment beaucoup, de se dire toute la partie qui va ruisseler, c'est tous les problèmes d'enjeux de stagnation qui va ruisseler d'autant plus fortement, mais Esther en parlera, ça va dépendre de la nature du sol. Est-ce que le sol est perméable ? Est-ce que le sol n'est pas perméable ? Est-ce que le sol est imperméable ? Et en fonction de ça, la notion d'écoulement va être plus ou moins importante. Alors, autre notion d'intérêt général, pendant qu'on se parle, en moyenne française, ça n'a pas changé, il nous tombe 1 mètre d'eau par an sur la tête. En France, moyenne. 1 mètre d'eau, c'est-à-dire 1000 mm. Ça correspond, sur la superficie de la France, 500 milliards. Donc on est très bien doté. On est chanceux en France par rapport à d'autres pays. On est un pays où on n'a pas globalement dit de stress hydrique selon les définitions de l'ONU, puisqu'on a assez de mètres cubes d'eau par équivalent habitant et par an. En revanche, par rapport à ce que je viens de vous dire, 300 milliards repartent dans l'atmosphère. Et vous me voyez déjà venir, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ces 300 milliards vont peut-être s'accentuer en fonction de la température montante. Et donc, il nous reste 200 milliards de disponibles pour la population française. Donc, on en a quand même sous le pied. Deuxième élément intéressant, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on importe très peu. Donc, on est doublement chanceux, c'est qu'on est indépendant de nos voisins, quasiment. Et notre seul voisin à qui on dépend de l'eau, c'est la Suisse, jusqu'à nouvel ordre. Avec la Suisse, on s'entend bien. C'est d'ailleurs les leaders mondiaux de la paix pour l'eau. Parce qu'eux, ils voient passer l'eau. Et donc, ils ont intérêt à apprendre la paix et la coopération, alors que nous, on est finalement très autonomes et on rejette sur les littoraux. Donc ça, c'est important aussi à savoir, c'est-à-dire qu'on est maître chez nous de notre politique de l'eau et de notre politique d'aménagement. En revanche, l'eau est très variable. Et l'eau, elle est très variable, ce qui fait que souvent, je dis, on n'a pas la France tempérée, vue sous le prisme de l'eau, on a la France des climats. Là, ça va peut-être en surprendre plus d'un. Et voilà en moyenne ce qui se passe. Alors, c'est des chiffres depuis une moyenne de 25 ans par Météo France. Ça, c'est les données moyennées en millimètres de pluie. Et bien, vous voyez quoi ? Vous voyez que la moyenne, on va retrouver notre mètre d'eau qui nous tombe sur la pluie, mais on va voir qu'en fonction des 4 saisons, parce que ça, on l'a tous appris à l'école, que la France est un pays tempéré des 4 saisons, certes, ça va évoluer, eh bien, on voit que la moyenne se répartit finalement assez bien sur les 4 saisons. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que, par exemple, en été, c'est la Corse qui reçoit le moins de pluie, ça ne va pas vous étonner, mais l'Île-de-France,
et la région qui reçoit le moins de pluie en moyenne. Voilà, excusez-moi. Il y en a qui vont peut-être être surpris. Non, ce n'est pas une erreur. Et l'Ardèche et le Gard, comme par hasard, c'est l'endroit où il y a quoi? On l'a encore vu récemment, les épisodes Cévenol. Là, le café, il n'était pas assez fort, je pense. Et donc, c'est là où on a le plus de pluie en intensité. Donc, vous voyez la grande variété possible d'intensité de pluie. Ramené à la carte de France en climato de pluie, vous voyez que la moyenne des pluies, on va retrouver là où il y a le plus de pluie sur les contreforts des massifs. Ici, les épisodes Cévenol derrière la Méditerranée, bien évidemment. Et la région finalement la plus sèche, paradoxalement, c'est là où nous sommes. Il y a un blanc là. Et donc, pour conclure, Météo France dit quoi sur le climat? La France, c'est 29 régions climatiques. Ah, là, on aura appris quelque chose. Si on doit retourner à l'école, ça s'y vaudra peut-être corriger. Et c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au prisme de l'eau, on ne va pas pouvoir avoir des solutions standardisées partout, sur toute la France. On va devoir s'adapter, là aussi, en fonction des régions climatiques. Parce que qui dit région climatique dit millimètres de pluie différents, dit altimétrie différente et dit taux d'hygrométrie différente. Alors, autre donnée intéressante, c'est ce que l'on vit depuis maintenant avec le coup d'accélérateur 2022 en termes de visibilité, puisque, comme je vous l'ai dit, on est plutôt un métier de l'invisible que du visible. On ne s'est pas rendu compte jusqu'à présent, on a toujours été chanceux, tout allait bien. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est, tout le monde le dit, Emma serait là, mais Esther va en parler. On est au bout de l'Europe. Et au bout de l'Europe, on a peut-être oublié, mais le climat, il est essentiellement réglé par les problèmes d'océan, atmosphère. Et quand on est au bout de l'Europe et qu'on a la chance d'avoir des façades maritimes, on est confronté à ces mouvements climatiques qui nous arrivent au-dessus de nos têtes et qui viennent s'exacerber au bout de l'Europe. Donc la France, elle rentre de plus en plus dans un régime où on a ce que j'appelle trois titans qui viennent vouloir se battre. Et on est le ring de boxe, si je puis dire, pour être une image un peu simple. On est le ring de boxe sur lequel ces trois titans viennent se combattre. Donc on a ce qui nous arrive du plateau du continent, avec ces fameuses gouttes froides qui nous arrivent du nord. On a le régime général qu'on a toujours connu, qui est le régime tempéré atlantique et des dépressions, qui nous arrive souvent du sud-ouest. Et pour ça que toute cette région ici va être une région de plus en plus sensible à l'érosion, aux submersions marines et au risque de tempête, quand ici on a les gouttes froides qui vont descendre. Et puis le régime méditerranéen qui nous amène à la fois son cortège d'une mer Méditerranée qui se réchauffe, et plus elle se réchauffe, plus il y a de pluie, plus il y a d'intensité, et on va doucement mais sérieusement, je pense, rencontrer de plus en plus des logiques de mini-typhons, mini-cyclones, comme on a pu connaître en Corse. Et puis le passage qui vient du Sahara, qui va nous amener son cortège de temps en temps de vents de sable rouge et qui vont recouvrir nos routes et nos voitures. Donc voilà pour le climat. Quelques notions sur les usages de l'eau. Là aussi, il y a des fausses idées reçues. Déjà, premièrement, voilà la situation. Je reviens là-dessus. Qui prélève, selon vous, le plus d'eau? Voilà les 5 grands usages de l'eau en France. Mais ma question, qui prélève le plus d'eau? L'agriculture, l'eau potable, l'énergie électrique, l'industrie, les canaux? Allez, à main levée. Qui pense pour l'agriculture? L'eau potable. Voilà. On a besoin d'eau pour boire, hein. L'énergie électrique, l'industrie et les canaux. Oh là, on va retourner à l'école. Non, mais c'est normal, c'est de l'acculturation. Eh bien, en posant cette question, on va découvrir la France des eaux. Eh bien, le number one, c'est le prélèvement de l'eau nécessaire pour le refroidissement de nos centrales nucléaires. Je vous rappelle que sans eau, il n'y a pas d'énergie. On est leader de l'énergie hydroélectrique, on est leader avec nos barrages, on est leader avec nos refroidissements de centrales nucléaires. C'est le choix de la France. C'est pas polluant, mais ça nécessite du prélèvement d'eau. Ensuite, on va retrouver la France des canaux. Nos grands ingénieurs riquets qui ont fait le canal du Midi, qui ont fait le canal de Bourgogne, le canal du Rhin, il y a besoin d'eau. Donc, on est parfois obligé de réguler pour le transport. Et puis, bien sûr, l'eau potable. Et vous voyez que quasi en dernier arrive le prélèvement pour l'agriculture. Donc, première erreur quand tout le monde dit « c'est la faute de l'agriculture ». 11% de prélèvement. En revanche,
Alors, petite carte juste pour vous mettre en image, j'aime bien montrer ça. On devrait, je trouve, la montrer à l'école plus souvent. C'est quand vous voyez cette carte, tout ce qui est en rouge, c'est effectivement les prélèvements des centrales sur les grands fleuves. Et tout ce qui est en jaune, ce sont les canaux. Et donc on redécouvre par le prisme de l'eau une autre géographie de la France. La France des canaux, la France des grands fleuves. Et ça, c'est unique. On n'a pas ça en Espagne, on n'a pas ça en Angleterre. Et c'est intéressant. À partir de là, ça va aider nos collectivités territoriales de se dire quelles sont les politiques que je vais mener sur mon aménagement de territoire, quelles sont les industries que je vais pouvoir mener, etc., etc. Et on voit que, par exemple, la région du centre de l'Atlantique, elle, c'est une région beaucoup plus agricole et qui n'est pas avec les besoins au niveau des centrales. L'industrie, elle s'est écroulée, donc ça n'a pas changé. On n'a plus d'industrie, donc le prélèvement, il est minime. Alors, une autre façon de voir l'image, voilà, en couleur. Donc, vous allez retrouver en vert la France des canaux, en jaune la France de l'énergie électrique et le reste qui se répartit assez bien. Alors, autre élément de la balance, c'est la consommation. La consommation, là, effectivement, on va retrouver en consommation, dans la part des 11% prélevés par l'agriculture, quasiment la moitié va être consommée par l'agriculture. Mais en fait, ce n'est pas une consommation nette perdue. C'est un transfert de l'eau pour nos aliments. Quand on mange des tomates, des fruits et des légumes, on mange de l'eau. Excusez-moi l'expression. Et donc, si, faites l'exercice, je ne vous le recommande pas, mais faites-le, vous pouvez vous amuser à le faire 24 heures. Mangez que des pâtes, rien d'autre. Vous allez vous étouffer, vous allez manquer d'eau. On a besoin de manger de l'eau. Donc, en fait, l'agriculture, c'est un transfert de l'eau, et on va en reparler, c'est l'économie de l'eau. C'est la valeur de l'eau. Donc, là aussi, attention aux fausses bonnes idées de se dire l'agriculture nous pompe. Heureusement qu'on a l'agriculture qui, en revanche, transfère l'eau. Alors après, il y a peut-être des choses. Et les agriculteurs sont ceux qui ont effectivement fait le plus gros effort pour réduire leur consommation. Autre élément intéressant, ça c'est important aussi, c'est la France, elle est coupée et elle est répartie avec 6 grandes agences de l'eau qui gèrent l'eau. C'est unique dans le monde, ça fait l'école de l'eau dans le monde. Et donc, on va à chaque fois regarder par bassin, par grand bassin versant, qui est par grand bassin hydrographique autour d'un grand fleuve. Ça aussi, c'est unique en France et ça a fait l'école de l'eau. Et donc, ça veut dire que toute la politique de l'eau, elle est calée à l'homogénéité de l'échelle d'un bassin hydrographique autour d'un grand fleuve. Donc, vous voyez, on va commencer à descendre dans les échelles. On a pris l'Europe, on descend au niveau de la France et on descend au niveau d'un bassin. Et on va toujours regarder la balance entre les prélèvements et les consommations par type d'usage. Et quand vous regardez cette carte, vous voyez que finalement, là où c'est intéressant, je prends Adour-Garonne par exemple, c'est si vous prélevez autant que vous consommez et que la recharge de la pluie et le cycle de l'eau ne se refait pas, c'est là qu'on va avoir des risques de conflit d'usage. En revanche, si je prélève beaucoup mais que j'en consomme beaucoup moins, je vais avoir de la marge de manœuvre. D'accord ? Et donc, ça va permettre surtout de savoir vers qui je dois me tourner en cas de risque de conflit d'usage, et c'est le rôle des préfets, de se dire si je vais avoir un dérèglement de l'eau, avec qui je vais négocier. Il est clair qu'en Rhône-Méditerranée, on va aller négocier avant tout avec qui ? Avec EDF, avec BRL, Baronne Languedoc, les grands spécialistes des gestions des canaux. En revanche, en Adour-Garonne, on va devoir beaucoup plus travailler avec les agriculteurs. Et en plus, alors la France, on était chanceux, mais on est triplement chanceux, on attire le tourisme. Alors c'est bien, mais je vais vous faire une petite anecdote. Heureusement qu'il a beaucoup plu au printemps avant les Jeux Olympiques. C'était un casse-tête. Parce que si ce qui avait été annoncé de la population était arrivé en France avec la sécheresse 2022, je ne vous dis pas la situation. Donc certes, on se serait peut-être mieux baigné dans la Seine en termes de qualité, mais en tout cas, on aurait eu des risques à un moment important au niveau de la répartition en eau. Donc ça ne va pas nous arranger, et ça c'est aussi important dans la politique d'aménagement d'un territoire, c'est de se dire, notamment je prends les Pyrénées-Orientales qui aujourd'hui sont quasiment les seules qui reçoivent très peu d'eau et qui sont très attractifs en tourisme, là il y a une vraie politique de travail avec les organismes de logement, les organismes d'hébergement, de façon à se dire comment on va pouvoir être plus sobre en eau et sur l'empreinte. Donc, dernier élément de tendance intéressante, c'est aussi, globalement, en été, la moitié atlantique de la France consomme 80% de ses stocks de recharge en eau.
Ça veut dire que si la recharge hivernale ne se fait pas, cette zone-là, cette diagonale, ce que j'appelle, risque d'être en conflit d'usage. C'est pour cela que nous mettons en place par les préfets, vous retrouvez cette diagonale qui sont la diagonale des arrêtés sécheresse. Le problème, c'est que ça arrive toujours trop tard. C'est-à-dire, c'est quand on constate que ça a beaucoup baissé qu'on met les arrêtés sécheresse, donc c'est déjà, on court toujours contre la montre. C'est pour ça qu'il faut maintenant réfléchir à se dire quelles sont les bonnes solutions. Alors, quelques notions rapides, parce qu'Esther va en reparler. La température moyenne de la France, elle a augmenté en moyenne d'1,5 degré, elle y reviendra. Ce paramètre, on l'oublie trop souvent, c'est essentiel dans la gestion de l'eau. On n'en parle pas assez, on parle beaucoup de la pluviométrie, mais la température aura beaucoup d'incidence sur l'évolution de la gestion de l'eau. Conséquence première, la plus importante, vous l'avez sans doute maintenant compris dans l'acculturation, plus 1 degré, c'est plus d'évaporation, c'est calculé, mesuré, c'est plus 7% en moyenne pour la France. Ça veut dire on l'a mesuré sur les 30 dernières années, qui est à peu près entre 1,5 et 2 degrés. On a effectivement perdu 14% en moyenne du stock d'eau qui était disponible. Ma première diapo, je vous ai dit, on a 200 milliards de dispo, eh bien, ça commence à baisser. On en a encore beaucoup sous la pédale, puisque si vous avez vu, on n'en consomme que 4 milliards. Donc on en a encore, mais il faut laisser à la nature pour laisser recharger la nature. Et donc, dans l'impact climatique, nous allons avoir, voilà, la tendance. Et donc, en fonction de là où vous allez être, en fonction de mes 3 titans qui se bagarrent au-dessus de nos têtes, on va plutôt vivre, si vous vivez à Nantes, plutôt avec le risque de submersion, ou à Bordeaux, avec les incendies et la submersion, et, etc., etc. Donc on va rentrer dans une nouvelle ère dans laquelle les 4 saisons vont se modérer en fonction des endroits, et c'est la variation de l'eau qui aura toute son importance. Donc on est confronté à quoi? Trop d'eau, pas assez d'eau. Trop d'eau en trop peu de temps, pas assez d'eau trop longtemps, et souvent on ne s'en rend pas compte parce que c'est comme la grenouille qui ne se rend pas compte que la température monte doucement mais sûrement, et à un moment, elle a le ventre en l'air. Donc, et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est là où on est tous collectivement confrontés et où il y a tout un panel de solutions. La question, c'est lesquelles prendre, pour quelle situation, dans quel contexte. Donc on a 4 défis qui se présentent à nous. Trop d'eau, qui se traduit par 2 défis, quantité et qualité, et pas assez d'eau, qui se traduit aussi par 2 défis, qualité ou quantité. Dans le pas assez d'eau, c'est la rareté de l'eau, mais la rareté de l'eau, c'est un peu, j'aime bien prendre cet exemple, c'est un peu, messieurs plus que mesdames, vous aimez bien le pastis, il est plus ou moins tassé, moins il y a d'eau dans les rivières, plus on va voir émerger les concentrats, et donc les concentrations de micropolluants. C'est ce dont on entend de plus en plus parler. Donc, on a un nouveau phénomène de risque de qualité et puis d'événements également de bloom algo, de développement d'espèces invasives. Si on a du trop d'eau, on va au contraire lessiver et on va perturber les milieux aquatiques qui reçoivent d'un seul coup des eaux de façon trop brutale. Et ça aussi, c'est un vrai enjeu, à la fois pour le monde agricole, pour le monde des usages économiques, notamment littoraux, là où il y a les baignades, là où il y a la conchyliculture, et on en a entendu parler l'hiver dernier, ou on entend parler de temps en temps l'été, lorsque les plages sont fermées après un gros orage. Donc les solutions, juste quelques bribes de solutions. On est devant 2 hypothèses, trop ou pas assez. Qu'est-ce qu'on peut faire? On vient de vivre depuis cet hiver, 6 mois de pluie. Eh oui, on rentre dans une variation. On ne peut pas dire il va faire 5 ans de sécheresse. C'est peut-être 1 an, 2 ans, puis 3 ans de pluie. Et en fait, il faut qu'on vive avec l'incertitude. Ça, c'est nouveau. Vivons avec l'incertitude. On ne sait pas quand ça va taper, mais ça va taper. Et on ne sait pas dans quel sens et avec quelle intensité. Et donc, c'est cette vigilance et cette anticipation dans laquelle il faut qu'on rentre. Et donc, cette adaptation des solutions qui doivent être beaucoup plus souples et beaucoup plus adaptatives et beaucoup moins figées, fermées, avec un seul dimensionnement. Ça, c'est important parce que je pense que ça va vous concerner aussi dans les logements par rapport à cette évolution. Donc, premier exemple de solution que l'on fait, c'est la régulation des flux dans les rivières qui le permettent, qui ont une taille ni trop petite ni trop grosse et qui sont soumis à des crues dites rapides. C'est l'exemple de la vallée de Chevreuse, dans lequel on a mis en place de la régulation. La dernière inondation dans la région des Yvelines, le seul endroit où ça n'a pas inondé, c'est ici, à la vallée de Chevreuse, parce qu'on a mis en place cette régulation. Donc ça, c'est de l'anticipation avec les outils météo-radar et ça permet de protéger les populations en local. C'est un choix des politiques, ça a été fait il y a 20 ans et avec le recul, on mesure, il n'y a plus jamais eu une inondation à cet endroit-là. Je trouve qu'on ne le dit pas assez.
Autre solution, on a des réseaux qui transportent les réseaux d'eau pluviaux dans les villes, qui envoient, ce n'est pas les eaux usées, c'est des réseaux séparés à partir des caniveaux que vous avez en bord de route. Et on envoie dans les... l'idée, c'est de se dire, non seulement ça va transporter cette eau, mais on peut peut-être les retarder la pluie et mettre ce qu'on appelle des vannes pour faire un stockage en fonction de la vitesse et de la puissance et des mètres cubes imposés. On a lancé ces opérations plutôt dans le sud de la France. Là, il y a quand même des crues non négligeables, des gros orages. Et il faut un peu de pente. On avait fait ces premières expériences sur Mandelieu, par exemple, qui marche très bien, de mettre ces régulations. On est en train de réfléchir de le faire sur Saint-Malo, qui est une zone aussi à risque à l'intérieur de la ville, avec en plus une non-évacuation possible à la mer lorsque la marée est haute, parce que ça aussi, c'est des éléments qui vous montrent la complexité. C'est qu'à un moment, en bord de littoral, on ne peut plus évacuer l'eau si on est sous le niveau de la mer, et notamment dans les marées hautes. Et on va en avoir de plus en plus. Autre solution, plus proche de vos métiers, qui commence à émerger de plus en plus, c'est l'échelle du quartier. À l'échelle du quartier, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de se dire quels sont les points bas. Comment on va rejouer avec l'eau dans la ville ? Comment on va revégétaliser au bon endroit, à bon escient, mais au bon endroit, à bon escient. On pourra en parler dans des questions ou ultérieurement, quand on construira. Il y a des endroits, c'est absolument pas pertinent. On ne va pas non plus défoncer la ville si en dessous, il y a plein de canalisations, plein de câbles, etc. En revanche, il y a des endroits qui sont déjà des points bas, des réhabilitations de friches, par exemple. C'est très pertinent. En plus, on va jouer de la fonction sol, de la fonction végétale et de la fonction eau. Voilà. Donc ça, c'est des choses à l'avenir qui vont être utiles, à mon avis, pour entourer et bonifier les logements dans les quartiers. Hypothèse pas assez d'eau, on va faire toutes les infrastructures, des plus structurantes quand il n'y a vraiment pas d'eau, sans passer au dessalement d'eau de mer, qu'on se refuse en France de faire parce qu'il y a d'autres solutions avant celle-là. Donc là, c'est l'exemple en Vendée, au Sable d'Olonne, parce qu'il n'y a plus d'eau en Vendée. Donc là, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place, qui tourne, qui commence à tourner. Autre solution, je vous ai dit, il faut aller vers de la mobilité, vers de l'agilité. Donc l'invention d'unités mobiles de traitement qu'on va pouvoir venir plugger derrière des stations d'épuration pour venir transformer l'eau épurée en eau quasi potable pour servir d'usage de balayage de voirie comme on le fait à Cannes, d'arrosage comme ça se fait dans le sud de la France, d'hydrocurage pour nettoyer les canalisations ou même de préparation de polymères dans les stations de traitement, d'assainissement. C'est quand même un comble que dans nos métiers d'assainissement, on utilise l'eau potable pour traiter et épurer l'eau. Donc on va déjà aussi faire balayer devant notre porte et faire excellence. Donc c'est en cours et l'ensemble de nos installations aujourd'hui sont faites avec ces recyclages d'eau. Autre solution qui est très facile d'accès, dont on a oublié la pertinence, c'est le relevé de compteur. Le compteur, c'est un gros mot le compteur, c'est la facture. Mais avant d'être la facture, le compteur il compte. Et si on ne compte pas, on ne sait rien. D'abord, on ne sait pas combien on a encore sous le pied. On ne sait pas si on compte, si ça compte vite pendant qu'on se parle. Vous n'êtes pas chez vous. Ça se trouve, le compteur, il tourne. Vous avez une fuite. Oui, mais s'il n'y a pas de compteur, on ne peut pas savoir s'il y a la fuite. Parce qu'avant que la fuite soit visible, il va se passer des jours, des nuits. Et puis le voisin du dessous, il va vous dire « Oh là là, il y a un problème au-dessus ». Le compteur, il vous le dit tout de suite. Et en plus, maintenant, il y a des techniques. Le télérelevé, on le fait à distance, tac. Et on peut savoir, pendant qu'on se parle, sur votre téléphone, ah mais ça tourne là, mais moi j'ai pas de consommation, donc il y a une fuite. Voilà. Et donc c'est l'AMI anti-fuite. Et puis bien sûr, les équipements hydroéconomes. Ça doit être la règle demain, bien évidemment. Et les équipements hydroéconomes, ça ne concerne pas que les logements, ça concerne aussi tous les hébergeurs. Et donc, ce triptyque est un triptyque gagnant. Alors, on peut le faire en pied d'immeuble, on n'est pas obligé de le faire que dans les appartements en fonction. Mais c'est important de jouer là-dessus, c'est la première des choses. Je terminerai sur ce point de l'actualité sur la réglementation, parce que je pense qu'elle vous concerne directement sur certains sujets. Et pour un peu clarifier, parce qu'il y en a un peu partout, aujourd'hui, il y a 3 chantiers sur la partie ressources alternatives. Mais comme je l'ai dit, avant de faire des ressources alternatives, économisons, travaillons les fuites. Mais on a 3 chantiers. Le chantier de réutiliser les eaux usées traitées pour servir l'agriculture à des usages qui le nécessitent. Ça se fait beaucoup, ça se développe dans le sud de la France. Ce qui est nouveau et ce qui va vous concerner, c'est les eaux impropres à la consommation humaine, c'est-à-dire les eaux de douche que l'on va pouvoir
peut-être récupérer, recycler pour des usages de proximité, par exemple, comme je l'ai dit, d'aller rafraîchir, de mettre dans le jardin d'à côté. C'est plus compliqué, on pourra y reparler si on veut le recycler à l'intérieur des bâtiments. Ça, c'est un faux ami. En tous les cas, c'est vite très cher et très coûteux, donc il faut bien le travailler avant de s'y lancer. Et puis également, troisième action avec l'industrie, qui est les boucles de recyclage d'eau de traitement pour la fabrication agroalimentaire, qui est quand même un des plus gros utilisateurs d'eau. Et là aussi, les choses se débloquent. Voilà, pour conclure, vous l'avez tous compris, s'il y a 2 mots à retenir en acculturation, c'est rester local et adaptabilité, agilité. Merci. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci beaucoup pour cette démonstration très pédagogique. Je pense qu'en termes d'acculturation, on a énormément d'éléments qui ont été posés à l'instant. On a une tempête de chiffres aussi qui s'est abattue sur cette salle. Les 60% d'évapotranspiration, les 10% de consommation potable, qui font lien d'ailleurs un peu avec ce que vous allez évoquer, Esther. Esther, vous avez, Esther Creuser-Delbourg, vous êtes économiste parce qu'au début, vous vous êtes sensibilisée à l'eau durant vos études à Singapour. Vous étiez passé à Singapour et c'est à partir de là où la question de l'eau vous a alerté au point d'en faire une thèse en économie que vous avez soutenue à l'École Polytechnique, et vous êtes particulièrement intéressé à l'empreinte de l'eau dans l'activité industrielle et alimentaire. Aujourd'hui, avec Waterwiser, vous continuez de porter vos recherches sur une dimension plutôt économique et de gouvernance de l'eau. Qu'est-ce qui est en train de changer en termes de paradigme, notamment en termes de transition environnementale? En quoi est-ce que, Marie-Christine a commencé à l'évoquer, le fameux 1 degré supplémentaire, c'est 7% d'évapotranspiration en plus. Qu'est-ce qui est en train de bouger? Oui, déjà, je tiens à vous remercier parce que si on avait eu ce cours-là effectivement à l'école, je pense que le sujet de l'eau n'en serait pas là. Donc c'est le genre de cours dont moi je rêvais en tout cas quand j'étais encore en école. Donc merci beaucoup. Et alors ce qui change sur l'eau en particulier, c'est que quand j'ai fait ma thèse il y a 15 ans, alors il y avait évidemment plein d'acteurs qui étaient déjà très présents sur l'eau, mais sur l'économie de l'eau, c'est-à-dire sur le fait de traduire l'eau en tant que risque, aussi bien en tant que menace, inondation, pas assez d'eau, ou aussi en tant que risque sur la supply chain, c'est-à-dire que l'eau comme matière première économique, et ben ça n'existait pas encore trop. En tout cas, le lien avec l'économie n'était pas assez fait. Et notamment pendant ma thèse, j'avais déjà créé un petit cabinet de conseil en me disant c'est la bombe du siècle, le sujet de l'eau. 80% de l'eau dans le monde, elle est utilisée non pas pour nous doucher, pour boire ou pour se laver, mais elle est utilisée pour produire des biens économiques. Donc tout ce qu'on porte, on porte 3000 litres d'eau, enfin je porte 3000 litres d'eau aujourd'hui sur moi, j'en mange 4000 litres par jour parce que je mange de la viande. Ben, je me suis dit c'est ça l'enjeu du siècle à venir d'un point de vue économique. Mais à l'époque, c'était le carbone qui intéressait tout le monde, c'était le CO2, c'était la méthode CO2 qui arrivait sur le marché. Et je me suis pris des portes, mais de gros industriels qui m'ont dit réellement, écoutez, on n'a pas trop de problèmes d'eau, en tout cas en France. Et puis si ça brûle en Californie, ou si ça brûle, ou s'il y a des inondations en Inde, c'est pas grave, on ira chercher ailleurs sur d'autres marchés. Et en fait, c'est cet ailleurs aujourd'hui qui n'existe plus aujourd'hui. Et je vais même aller plus loin, je trouve qu'il y a un espèce de MeToo sur le climat, c'est-à-dire que des choses que j'ai pu entendre à l'époque, aujourd'hui, on ne peut plus les entendre aujourd'hui. On ne peut plus dire à quelqu'un, la crise de l'eau, on s'en fiche. Donc ça a changé, c'est le vrai paradigme. Et donc, pour la petite anecdote, comme ça n'a pas marché à l'époque, je suis rentrée chez AXA, donc j'ai passé 8 ans au siège d'AXA à travailler notamment sur la stratégie investissement et assurance pour la biodiversité et l'eau. J'ai dirigé une partie des vignobles d'AXA parce que je suis une grande amatrice de vin et qu'il faut beaucoup d'eau pour faire ces beaux vignobles. Et notamment, on a vu la quantité de vignobles qui ont été détruits à côté de la région de Valence. Donc le vignoble souffre du pas assez d'eau, mais du trop d'eau aussi. Et c'est en 2022, quand les vagues de chaleur très fortes ont commencé à toucher la France, qu'en fait les entreprises que j'avais essayé de mobiliser à l'époque ont commencé à me rappeler, les médias se sont emparés du sujet, le gouvernement a lancé son plan eau. Donc là, je suis partie d'AXA en me disant c'est le moment, on va enfin être écouté sur l'eau. Évidemment, vous étiez écouté sur l'eau depuis longtemps, mais là, ça a pris encore une dimension supplémentaire. Si je peux me permettre une aparté, été 2022, le choc en France a été la peur de l'incendie d'Arcachon qu'on a vécu en direct, puisqu'on a dû protéger les stations d'épuration, et les pompiers ont dit on n'a plus d'eau.
Et c'est en fait c'est la peur qui est arrivée en France qui a réveillé les consciences. Et derrière ça, Christophe Béchu, le ministre, a lancé son plan eau dans les 2 sens. Mais c'est étonnant effectivement cette notion par la peur. Et à nouveau, c'était pas visible, c'était invisible. Voilà, c'est vraiment le pardon. Entièrement d'accord. Effectivement, c'est ça le paradigme, c'est qu'on le voit maintenant et on l'a subi. Avant, c'était un problème de pays en voie de développement où c'était loin de nous et maintenant c'est chez nous. Et donc ça nous a fait bouger. Et d'ailleurs, vous le savez, toute la plupart des grands chantiers qu'on prend dans les villes pour nous protéger des inondations, c'est toujours après un événement compliqué. Je ne sais pas si je prends Amsterdam 2011, si je prends même Paris 1910. Tout ça a fait que c'est après avoir vécu un choc qu'on agit en fait. Alors vous avez aussi amené quelques petites diapos pour présenter notamment différents enjeux. Le premier qui est peut-être autour de tout ce qui compose le changement climatique aujourd'hui, pour lequel on a plus une focale carbone et pas assez la focale eau, alors qu'elle porte également sur les différents éléments qui composent le changement climatique. Ouais, absolument. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de les compléter et surtout de ne pas répéter. Voilà, j'y suis. Alors, ce qui est important, avant que vous lisiez ça, c'est l'idée que j'aime bien souvent, alors que je suis économiste et donc pas ingénieur ou hydrologue ou climatologue, mais c'est que j'ai dû apprendre à parler climat pour pouvoir parler effectivement au COMEX des grandes entreprises. Et au lieu de leur parler de réchauffement ou de changement, je leur parle de dérèglement, avec cette idée qu'en fait, aujourd'hui, ça fait à peu près 10 à 15 000 ans qu'on est dans la période de l'Holocène, qui est une période extrêmement remarquable par sa stabilité. Et cette stabilité de l'Holocène, c'était quoi? C'était plein de paramètres climatiques. Alors ici, j'en ai choisi une dizaine, mais c'était plein de paramètres qui étaient relativement stables et qu'on pouvait prédire. Et c'est cette stabilité qui a fait que l'être humain a pu vivre et évoluer. C'est pour ça qu'on a pu prendre notre temps pour apprendre à accueillir, à chasser, à maîtriser le feu et à devenir la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, ces paramètres sous l'effet de l'activité humaine et depuis à peu près 30-40 ans, c'est-à-dire l'ère post-industrielle, ces paramètres commencent un petit peu à se dérégler. C'est un peu comme si vous aviez une recette de cuisine avec un gâteau, avec des choses très précises qui doivent rester stables, et vous commenciez à mettre n'importe quoi, c'est-à-dire à mettre beaucoup trop de chocolat, beaucoup trop de sucre, pas assez de farine, etc. Et puis ça donnait finalement une recette dont on ne peut pas prédire le goût, mais qui va venir chambouler tout ce qu'on comprend et tout ce qu'on va ressentir de ce gâteau en le mangeant. Et ben, le changement climatique, c'est un petit peu ça, le dérèglement, c'est que chacun de ces paramètres ici, la température de l'air et de l'océan, l'ensoleillement, les précipitations, l'humidité de l'air, tout va commencer à se dérégler. Et forcément, en se déréglant, ils vont s'entraîner les uns entre les autres, c'est un emballement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un dérèglement avec des choses qu'on ne peut pas prédire. Typiquement, Valence, vous en avez beaucoup parlé. Si le 31 août, on s'était affolé de cette nouvelle qui était que la mer des Baléares, donc juste les côtes de Majorque et de Valence, avait atteint 31,8 degrés, qui est un record absolu, c'est-à-dire que vous touchez la surface de l'eau, c'est un bain, et ben, si on s'était affolé de ça, on aurait pu comprendre, peut-être pas la violence, mais on aurait pu anticiper que les gouttes froides, si habituelles à l'époque de septembre-octobre en Espagne, parce qu'on les a toutes les années, et ben, elles auraient pu être encore plus violentes que les années d'avant. Parce que c'est pas normal d'avoir une mer qui avoisine les 32 degrés. Donc, si on regarde ce paramètre-là ou ce paramètre-là changer, on peut se dire, tiens, les autres vont changer aussi, qu'est-ce qu'on va se prendre? Est-ce qu'on va se prendre une inondation plus forte que d'habitude? Est-ce qu'on va se prendre une sécheresse plus forte que d'habitude? Donc, c'est un espèce si vous voulez, d'écran de contrôle où en fait tout bouge et donc on peut commencer à anticiper ce qui va se passer après. Et ça, c'est important parce que pour comprendre l'eau, il y en a 3 qui sont prédominants. En vrai, il y en a plein. Mais ceux que je regarde beaucoup en tant qu'économiste, ça va être les températures, les pluies et puis l'humidité de l'air. Pourquoi ils sont importants? Vous en avez parlé et je vais juste décrire une image alors avec des mots d'économiste, donc vous serez indulgents avec moi. Donc l'idée, c'est que les températures sont importantes. Le plus 1,5, c'est bon, on y est. Donc quand on a un accord de Paris qui nous dit qu'on va essayer de limiter à 2 degrés d'ici 2100, c'est fini. On y est déjà, potentiellement on est déjà à plus, parce qu'en plus les mesures sont souvent sur ou sous-estimées, mais on sait qu'en tout cas on y est bien. Ça veut dire qu'on vit déjà avec le risque aujourd'hui. Quand l'ancien président d'AXA disait « un monde à plus de degrés n'est pas assurable », devinez quoi, on est pratiquement en plein dedans, et effectivement on a des problèmes à l'assurer, parce qu'aujourd'hui, chaque année, ça se compte en milliards d'euros les impacts qu'il y a pour l'ensemble des catastrophes naturelles, le trop d'eau ou le pas assez d'eau par pays. Mais le fonds Barnier, par exemple, qui vient d'être enfloué de 150 millions d'euros, se compte en millions. Donc on a un problème, c'est que notre économie ne va pas pouvoir suivre en fait ce milliard versus ce million. Et on n'est pas les seuls. Les États-Unis, qui subissent quand même les foudres du climat, sont à... Alors ils disent il ne faut plus qu'un ouragan
pour que le Fonds national de protection des inondations fasse faillite. Donc on n'est pas les seuls pays en fait, à connaître des vrais problèmes de financement de ça. Je vais y revenir juste après, mais en gros, il faut trouver cet argent. On n'aura jamais assez d'argent, c'est pour ça qu'il faut s'adapter. On va être obligé de vivre avec ce risque-là. Aujourd'hui, à Paris, on peut se dire plus ou moins quand même protégé, mais alors, il y avait un très bon reportage sur Arte sur les probabilités d'une nouvelle inondation de la Seine. C'est remarquable, c'est flippant aussi, hein, si je peux le dire, parce qu'on se dit qu'en fait, ça peut tout à fait arriver. Je me suis demandé si j'allais pas faire un sac d'ailleurs de survie, parce qu'en fait, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on ait tous chez nous. Mais voilà, en tout cas, c'est aujourd'hui là. Valence l'a vécu de plein fouet. Et donc, du coup, il y a une nouvelle métrique que les économistes prennent en compte maintenant. Bon, les pompiers l'ont prise en compte depuis toujours, mais c'est le nombre de victimes. En fait, on se rend compte que maintenant, ça va se compter. Si on a 0 victime, c'est extraordinaire. Et les précipitations. Alors, le lien avec ça, c'est là où je vais vous faire une espèce de petite image d'hydrologue en herbe. Pourquoi c'est très important? C'est qu'en fait, donc, quand il fait plus chaud, on a les océans qui évaporent davantage d'eau et on a les sols qui aussi transpirent de l'eau. D'accord ? En fait, la pluie, d'où elle vient de l'évaporation des océans et de la transpiration des sols. C'est un peu comme la peau, plus il fait chaud, plus on transpire. Une partie de l'eau qui vient des océans, elle retombe en repartie sur l'eau et puis elle retombe sur les continents. Quand elle retombe sur les continents, elle est captée par la végétation et puis après, elle est en partie captée par la végétation et après, elle est transpirée par cette végétation qui la remet dans l'air et puis elle peut retomber ailleurs encore sur le continent. Donc, pour le dire de façon imagée, quand il pleut à Paris, j'ai une partie de cette eau qui vient des océans. En l'occurrence, en France, c'est une très grande partie parce qu'on a une très grande côte, mais une partie qui vient peut-être de la transpiration des plantes ou des arbres qui sont à Brest, à Nantes, à Bordeaux, que sais-je, en gros, en fonction des vents. Donc, quand on est sur le continent, on dépend de l'océan, mais on dépend de ce que le continent a bien voulu nous donner. Si on va plus vers l'intérieur des terres, si on va jusqu'en Allemagne, l'Allemagne dépend davantage de ce que la transpiration des plantes françaises veut bien lui donner que de l'océan. En gros, 70% des pluies de l'Allemagne, à peu près, viennent de l'océan, 30% viennent de ce qu'on appelle le recyclage continental, c'est-à-dire de la transpiration des terres. Et si je vais jusqu'en Russie, qui est encore plus loin de la côte, 50% des pluies russes dépendent de ce que notre végétation et nos sols veulent bien lui donner. En gros, si la France ou l'Allemagne bétonnaient entièrement leur territoire, non seulement ça nous couperait de pluie, mais ça couperait davantage, en tout cas ça menacerait davantage tous les pays qui sont vers l'Est. Donc, de quoi je suis en train de vous parler là? Je suis en train de vous parler de ce qu'on appelle des rivières atmosphériques. En gros, ce qui se passe dans le ciel. Donc, il y a des rivières par terre qu'on voit très bien dans le sol, mais il y a aussi ce qui se passe au-dessus. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que l'eau est locale, mais elle devient aussi globale parce que ce que fait l'Espagne, ce que fait la France, ce que fait l'Allemagne va conditionner la quantité de pluie que va recevoir un pays aussi. C'est des études extrêmement récentes, mais extrêmement passionnantes. Après, je vous épargne toutes les conséquences géopolitiques que ça peut avoir, parce que est-ce qu'on pourrait, par exemple, se dire j'ai été privé de pluie cette année, je le dois à l'artificialisation nette de tel pays à côté de moi? Ou à l'inverse, est-ce que la Chine pourrait demander des réclamations à l'Inde quand celle-ci irrigue excessivement ses cultures, que ça provoque trop d'eau qui va dans l'atmosphère et que du coup, ça provoque des inondations de l'autre côté de la frontière? Donc il y a un côté géopolitique à l'eau de pluie. D'où vient-elle et à qui appartient-elle? C'est des nouvelles questions qu'on va se poser. C'est intéressant pour nous parce qu'on a besoin de mettre des euros derrière tout ça pour pouvoir convaincre les grands décideurs économiques d'y aller. Et pour mettre des euros, il faut qu'ils comprennent que finalement, bétonner un sol, c'est se priver de sa capacité à absorber l'eau. Et c'est se priver, donc non seulement l'absorber pour créer un cycle de l'eau et créer de la biodiversité, mais aussi pour nous protéger des inondations. Mais c'est aussi se priver de la capacité de ce sol à nous la rendre en cas de canicule, de forte chaleur, etc. Donc pourquoi je vous ai parlé de tout ça? C'est parce que le sol, ça c'est des mots d'une économiste, le sol est une des choses les plus valorisantes qu'on a aujourd'hui. On estime que le PIB mondial, on estime que 60% du PIB mondial est créé grâce aux valeurs indirectes de l'eau. Mais sur ces 60%, on estime qu'en fait, réellement, la vraie valeur, c'est celle qui est créée par la biodiversité. À peu près 90% de cette valeur-là, c'est une valeur qu'on ne connaît pas encore, créée par la biodiversité et les sols, parce qu'elle est capable de nous protéger des inondations, donc du trop d'eau, du pas assez d'eau, et elle nous rend des services gratuits, comme tout simplement faire grossir notre agriculture. Une vache qui va brouter de l'herbe, elle mange gratuitement parce que l'eau de pluie a fait pousser l'herbe. Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que derrière, il y a ces notions économiques de comment est-ce qu'on valorise et qu'on met des euros derrière tout ça. J'avance vite, je ne vais pas parler de ça. Peut-être 3 chiffres importants. Quand on décrit la crise de l'eau, on la décrit sous 3 facettes. C'est une crise de quantité, de qualité
et une crise aggravée encore plus par le changement climatique. En quantité, peut-être un chiffre intéressant, depuis 1900, nos prélèvements en eau douce ont été multipliés par 7 dans le monde, alors que notre population n'a fait que tripler. Donc en gros, on consomme 2 fois plus d'eau à peu près qu'au début du siècle. Alors, on fait plein de choses, etc. C'est peut-être normal selon nos modes de vie, mais la quantité d'eau, elle n'a pas augmenté sur Terre. Donc ça veut dire qu'on la prélève plus rapidement, et on la prélève donc plus rapidement qu'elle ne peut se recharger ou nous revenir, et en plus on la prélève en général à des endroits qui ne sont pas les bons et au mauvais moment. La crise de qualité, faut-il rappeler quand même que l'eau polluée reste la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 10 ans dans le monde entier. Ça passe souvent par un problème d'hygiène, et notamment ça passe par les toilettes. Alors j'ai pas la réponse aujourd'hui sur s'il faut de l'eau complètement potable ou non dans nos toilettes, mais à la base c'est une idée que non seulement les enfants peuvent la boire, mais ça on met ça de côté, mais surtout que l'eau sale c'est le premier vecteur de toutes les maladies qu'on connaît. Notamment nous, quand il y a une petite gastro en France, on est extrêmement dérangé, c'est pas agréable, mais en fait la plupart des enfants dans le monde meurent de conséquences directes, etc., de petites maladies comme des gastro parce que les toilettes ne sont pas propres. D'ailleurs, Bill Gates vient d'investir, je crois, c'est dément, 5 milliards de dollars uniquement sur le fait de donner des toilettes aux enfants dans les pays en voie de développement. Donc comme quoi, c'est pas du tout anodin. Et par contre, celle économique qui est plus préoccupante, bon, pas plus, mais tout autant préoccupante, c'est que 80% des rejets industriels et agricoles mondiaux sont rejetés sans être traités dans la nature. Donc non seulement on prélève beaucoup trop d'eau et beaucoup trop rapidement, mais en plus, le peu d'eau qu'on laisse, eh ben, on le pollue. Ce chiffre, évidemment, il est beaucoup dû aux pays émergents qui n'ont pas forcément les infrastructures correctes pour pouvoir traiter l'eau. Hein. Mais c'est quand même grave. Ça veut dire qu'on utilise de l'eau pour produire, je sais pas, cette chemise, pour produire le coca, pour produire le café, la bière, tout ce qu'on mange, etc. Et derrière, on ne la traite pas. Donc il y a quand même un côté où en fait on est en train de se priver de la valeur économique que nous apporte le sol, l'eau, etc. On s'en prive. C'est comme si, et je pense que je vais le faire un de ces jours, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est comme si on prenait un billet, je sais pas, de 100 € et puis que juste on le brûlait, quoi. C'est ça l'équivalent. Recouvrir un sol, c'est cramer de l'argent, tout simplement. C'est juste qu'on l'a jamais pris en compte. Et le dernier, le climat. Alors on a parlé, effectivement Marie-Christine, on a parlé de cette idée que plus il fait chaud, plus le sol perd son eau. Il y en a un autre qui est très intéressant. Après, j'ai presque fini. C'est cette idée-là, alors qui est quand même assez effrayante. Les scénarios du GIEC reposent sur une hypothèse très importante qui est que les sols vont capturer pour nous, chaque année, gratuitement, 30% de nos émissions de CO2. Ils vont le faire gratuitement, mais le problème, c'est que tout ça repose sur des hypothèses d'humidité des sols. Donc en gros, un sol sec, un arbre sec ou un arbre inexistant qui a été coupé ne capture plus de carbone. Donc si on ne traite pas le sujet de l'eau en avance, ou en tout cas en parallèle de celui du carbone, on n'a aucun scénario du GIEC qui ne peut se réaliser. Et on s'est rendu compte en 2023 que les forêts du monde et les sols du monde ont capturé 3 fois moins de carbone qu'en 2022 à cause des sécheresses et des incendies. C'est pour ça que cette idée de, et je vais utiliser un mot fort, mais cette idée d'obsession du carbone depuis 10 à 15 ans, alors elle est bien parce qu'elle a tracé les voies de la RSE dans les entreprises. Il y a 15 ans, on n'avait pas tout ça. C'était souvent des équipes qui étaient, j'en faisais partie, donc je peux le dire, mais alors 100% féminines, souvent cachées à la RH, j'ai rien contre la RH, mais du coup on ne donnait pas le pouvoir à ces équipes, en tout cas de pouvoir avoir un impact au niveau des décisions financières ou opérationnelles. Donc le ou CO2... à la communication. Mais c'est toujours très communication, hein, la RSE, c'est vrai. Mais à la limite, tant mieux, parce que du coup, ça veut dire qu'on communique vis-à-vis des actionnaires, on communique vis-à-vis des clients, et donc on est toujours extrêmement frileux. C'est le truc le plus contrôlé, la communication dans les grands groupes. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que moi, ce que j'adorerais voir, c'est que tout ça, ça devient des métriques financières où on se dise, je ne vais jamais construire une usine dans tel endroit parce que les nappes phréatiques sont basses, je ne vais pas rénover mon parc industriel à tel endroit parce que je n'ai plus d'eau, parce que je l'ai trop pollué. En gros, que ça devienne un critère de décision. Et pour ça, il faut le transformer en euros. Mais ça, c'est grave parce que ça veut dire qu'en gros, rien ne peut se passer sur le CO2 si on ne réduit pas ça, quoi. Les océans, c'est pareil, ils capturent 30% des émissions, mais en vrai, ils se réchauffent tellement, et puis ils s'acidifient tellement sous l'effet de cette capture CO2 qu'ils capturent de moins en moins. Donc tout ça, alors, comme je fais partie du milieu des startups, je vois tous les VC qui s'excitent sur les stratégies de capture carbone ou les technologies de capture carbone qui coûtent très très cher, qu'on essaye même de solariser, donc on essaie de faire de l'énergie renouvelable pour pouvoir capter du carbone, mais en vrai, la meilleure chose à faire, c'est de restaurer nos sols. Ça sera beaucoup plus rapide, ça sera beaucoup moins cher, et ça bénéficiera à plein d'autres choses, en plus de la capture carbone. Donc les sols. Et c'est là-dessus que je voudrais vous montrer, si j'ai 5 minutes encore,
l'eau dans la ville. Comment la ville peut faire partie des champions du changement climatique? Alors non seulement pour la gestion du parc de l'habitation pour nous, pour les gens qui y habitons, pour le bien-être, pour notre santé, pour notre sécurité, pour nos réserves, etc., pour notre transport. On a besoin d'eau pour tout. Mais comment en plus tout ça va venir servir les scénarios du GIEC, qui va venir servir notre lutte contre le changement climatique. Ça, c'est une métrique que je ne vois pas assez quand on parle de restauration de l'eau dans les villes, c'est je contribue à la capture du CO2 en plus. Donc c'est merveilleux, on contribue à l'eau et au CO2 en même temps. Donc l'eau dans la ville, il y a 6 grands enjeux, si on peut les résumer comme ça. C'est celui de la ressource, il faut qu'on en ait pour boire, pour nos activités industrielles, économiques, etc. C'est une menace, on l'a vu. C'est un moyen de transport, pas le négliger, surtout à Paris. C'est du tourisme, c'est de la biodiversité, c'est de la santé et du bien-être. Tout ça peut être absolument réconcilié. Et alors là, ce que j'ai pris le parti aujourd'hui, c'est simplement de vous montrer quelques images de grandes villes qui ont davantage pris le sujet de l'eau plutôt que nous, en tout cas plutôt que les grandes villes françaises. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, ça marche très bien. Notamment la première chose, par exemple, si on prend une ville comme Copenhague, alors il y a plein de choses à Copenhague, mais c'est une ville qui a laissé rentrer l'eau de façon assez intelligente. Alors non seulement pour pouvoir façonner en fait les enjeux de la ville, mais aussi pour en faire des endroits de vie. Et donc typiquement un des grands parcs connus à Copenhague. Alors pour ceux qui sont allés, je ne m'aventurerai pas à le prononcer, mais l'idée c'est que ce sont des aires de vie qui deviennent des capacités de stockage pendant les moments d'inondation. Ça, dans les pays scandinaves de façon générale, c'est monnaie courante. Mais c'est hyper intelligent parce que du coup, ce ne sont pas des espaces perdus, et c'est des espaces en fait, où l'eau peut vivre. Si on se prend des pluies normales, elles viennent alimenter la biodiversité, elles deviennent un élément esthétique. Elles peuvent aussi alimenter parce qu'il y a de la capture des eaux de pluie, qui est hyper malin. Les villes devraient être les champions de la capture des eaux de pluie parce que ça nous sert à tout. Ça nous sert à arroser, ça nous sert à nettoyer. On peut faire plein de choses avec. Donc, ça nous sert à recréer des lieux de vie et des lieux de captage. Évidemment, il y en a plein d'autres dans le monde, mais c'était un des exemples que je voulais vous montrer. Tokyo, c'est hyper intéressant aussi. On parle d'une métropole quand même de 14 millions d'habitants. Donc c'est quand même autre chose que notre plus grande ville française, où on est effectivement à 2 millions intramuros. Mais 14 millions d'habitants, et même leurs métros, en fait, sont des aires de captation d'eau de pluie et de recyclage des eaux usées. En fait, chaque point, et là je reviens sur la localité, chaque quartier récupère son eau de pluie, recycle ses eaux usées et c'est réutilisé pour le quartier. Donc en plus d'un point de vue financement, ça veut dire que ces fameuses taxes d'habitation qui sont parfois si chères servent elles-mêmes à alimenter l'eau du quartier. Et ça c'est fabuleux parce que ça veut dire que on s'adapte à la topographie locale, on s'adapte à ce qu'on a. On n'essaie pas d'imposer un système à toute la ville, mais on le fait par quartier. Donc en vrai, les terres d'expérimentation dans les villes, ce sont évidemment les quartiers, versus les régions, versus les communes qu'on peut faire en dehors des villes. Amsterdam, c'est intéressant aussi parce que, alors, on va retarder l'arrivée de l'eau, alors non seulement par ce même type, par exemple, d'infrastructure où l'eau peut rentrer, ça devient un élément esthétique et de stockage, mais ils ont aussi, alors j'ai oublié le nom, qui est assez connu, mais c'est l'idée de se dire que finalement, on est capable de faire des voies bétonnées où les vélos peuvent passer. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de voiture, mais c'est des aires de biodiversité et de captage d'eau. Et vous voyez ici qu'il y a une petite pompe qui passe, qui en plus vient récupérer, juste avant, vient recycler les eaux grises des maisons et vient pour irriguer ces champs-là. Donc en vrai, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'adapter. Et la dernière, alors on verra peut-être pas très bien ici, mais si j'avais 100 000 € à mettre quelque part, je le mettrais dans les revêtements en béton poreux ou drainants. Ça me paraît aberrant. On sait aujourd'hui faire des bétons dans lesquels l'eau rentre. On n'est pas obligé d'avoir du béton sur lesquels l'eau ruisselle. Quand il a plu très très fort à Paris il y a quelques semaines, c'était incroyable. On voyait effectivement les égouts ressortir avec un mélange d'eau usée et un mélange d'eau de pluie, vu que tout ça a été saturé. Quand ça ruisselle et que ça retombe dans l'eau de la Seine, c'est pour ça qu'en général, vous en parliez tout à l'heure, pour les JO, quand il pleut très fort, forcément ça pollue la Seine de façon drastique à l'état local. Mais on sait faire de toutes les couleurs, pour tous les usages possibles. On sait faire des bétons qui font qu'on peut tout à fait avoir un transport de véhicules ou un transport de voitures tout aussi intense. On va pas changer toute notre économie du jour au lendemain. Par contre, on est capable d'avoir ce béton qui est capable d'absorber la pluie. Donc ça va nourrir les sols, ça peut recharger les nappes si on a de la chance, ça nourrit la biodiversité, et surtout quand il fait chaud, ça nous restaure cette eau par capillarité. C'est la meilleure façon de lutter notamment contre les îlots de chaleur urbains. D'ailleurs, si vous vous baladez, alors j'ai fait l'expérience la semaine dernière, j'étais dans le 6e arrondissement, je passe près du Luxembourg, on perd 4 à 5 degrés tout de suite. Je reviens sur les arbres, un arbre a l'effet d'à peu près 13 à 14 climatiseurs qui marcheraient 24 heures sur 24.
Donc les arbres et la capacité de stocker l'eau dans les sols sont nos meilleurs amis pour rafraîchir la ville, et Dieu sait qu'on en a besoin, pour nous protéger contre les inondations. Hier, j'étais à l'École nationale des sapeurs-pompiers pour parler de ça, dans l'idée de se dire qu'ils devraient aussi mettre dans leur sujet de sécurité nationale le fait de restaurer les sols et de mettre du béton poreux, parce que c'est leur meilleure chance finalement de prévenir les dégâts de vie humaine et les dégâts économiques. Évidemment, nous, ça nous intéresse parce que, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, on ne pourra jamais suivre d'un point de vue économique l'ensemble des dégâts. Donc on sait faire. La question, c'est il va falloir le financer, il va falloir trouver l'argent pour ça, et il va falloir expérimenter assez vite. Lyon, par exemple, fait partie des villes éponges, comme on les appelle en France, qui accueillent l'eau de plus en plus. Le mot est marrant, mais en fait, il veut tout dire. C'est qu'au lieu d'essayer de repousser l'eau et d'en faire un endroit où on se pensait en sécurité parce qu'on avait remis l'eau à l'extérieur de nos frontières, on va la laisser rentrer. Typiquement, je termine là-dessus sur un parallèle avec la façon dont Haussmann a pu construire Paris. Mais autrefois, quand Haussmann a créé ces grands boulevards, c'était dans l'idée de faciliter une circulation des personnes, des véhicules, et puis aussi de construire nos fameux réseaux d'eau potable. Bon, on a tout bétonné parce qu'à l'époque, on n'imaginait pas que le climat pouvait changer de cette telle façon. Mais aujourd'hui, il faut repenser cette espèce de nouvelle période haussmannienne pour que l'eau puisse circuler de façon intelligente. Utilisons nos grands boulevards pour en refaire des aires de captage et des aires de biodiversité. C'est possible de recréer cette nouvelle ère, mais il faut voir la ville non plus comme quelque chose qui va nous protéger et qui remet la biodiversité ou l'eau à l'extérieur, mais quelque chose qui vraiment la laisse rentrer et cohabite avec elle. C'est notre meilleure chance de survivre et de s'adapter en fait dans les années à venir. Merci beaucoup, Esther. Merci beaucoup. On va inaugurer un peu une nouvelle séquence dans nos petits déjeuners qu'on va appeler les grands témoins. Donc, je vais vous expliquer dans un temps ce que c'est, mais avant, je voudrais vous partager une de mes passions. L'été, j'adore lire la presse quotidienne régionale. Je suis un peu vieux dans ma tête, donc moi, la PQR, c'est une grande passion. Et il y a 2 ans, c'était dans les Pyrénées-Orientales, justement, le Midi Libre, sur toute une semaine, feuilletonnait des rencontres qui avaient lieu à la préfecture, parce qu'il y avait des gros problèmes d'eau dans les Pyrénées-Orientales. Et on voyait qu'autour de la table, il y avait certes les services de l'État, les services des collectivités, puis il y avait aussi les sociétés de chasseurs, les associations écologiques, donc les chasseurs et les écolos autour d'une même table, les associations de guides de montagne, etc. En fait, plein d'acteurs qui travaillaient de manière quasiment chirurgicale sur l'ensemble des actions à prendre pour contrôler les enjeux de l'eau sur un territoire particulier qui était sujet à des stress hydriques. Et ce qu'il y avait en commun, c'est évidemment de nouveau ce mot qui revient, les sols. Les sols, savoir comment est-ce qu'on peut justement travailler sur leur pérennité et la façon de les irriguer. Donc on n'est plus sur les sols urbains, on est sur des sols parfois beaucoup plus ruraux. Je fais donc un rebond tout trouvé avec Céline Basset, que j'invite à nous rejoindre. Céline, vous êtes en train de préparer une thèse en sciences de gestion avec un titre très mystérieux, le microbiote des sols. Je vous invite à venir nous le présenter rapidement et à nous faire part peut-être de votre étonnement ou de points que vous avez particulièrement soulignés dans les interventions de Marie-Christine et d'Esther. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette invitation et merci pour ces brillants exposés. Quel que soit en fait l'aspect très technique et l'ingénierie et l'aspect de l'ingénierie économique avec les métriques justement. Donc je me présente Céline Basset, je me suis spécialisée justement dans tout ce qui va être écologie du sol et biologie du sol et j'ai intégré ça dans une thèse qui est en sciences de gestion au laboratoire sécurité, défense et renseignement au CNAM. Parce que le sol c'est une question de sécurité nationale et internationale justement et en lien, bonjour Emma, avec le cycle de l'eau. Donc, merci aussi à toutes les personnes qui sont là et de montrer un intérêt. Parce que dans le milieu de la recherche, on est souvent dans l'entre-soi des chercheurs. Mais là, je suis très agréablement surprise de voir autant d'intérêt de la part des industries. OK. C'est quoi le microbiote des sols ? Alors, le microbiote des sols. Alors, je voulais savoir comment est-ce que... on s'organisait. Est-ce que d'abord je rebondis ou est-ce que je donne quelques éléments théoriques avec lesquels je peux présenter Moi, je trouve que c'est très mystérieux. Très Donc, on commence par le microbiote et puis on fera un rebond ensuite par rapport contexte. Justement à vos recherches. Voir comment est-ce que ça fait écho ou pas avec les recherches que vous êtes en train de conduire. Très bien. Alors, le microbiote du sol, en fait, on va le comparer comme le microbiote intestinal, dont sûrement vous avez entendu parler. C'est tous ces micro-organismes et c'est les organismes un peu plus gros qui vont peupler l'intérieur de vos intestins. En fait, il faut considérer le sol comme un énorme intestin.
Et normalement, il a son propre microbiome ou microbiote. Et donc, on va avoir des bactéries, des champignons qui vont donc décomposer des nutriments et les rendre disponibles pour les plantes. Donc, dans l'agriculture, c'est très important d'avoir ces décomposeurs. Mais aussi, au-delà de ça, on a des prédateurs qu'on peut ranger dans la microfaune du sol, c'est-à-dire ils vont manger ces décomposeurs et justement contribuer à toute une biodiversité souterraine qui va rendre des services à nos sociétés, des services gratuits, les fameux services dont les métriques, normalement, on va dire, voilà, sont à forte valeur pour très peu d'investissement, enfin, et très peu de coûts au final pour une entreprise ou une société, mais aussi au niveau social et aussi au niveau de la santé, puisque le microbiote du sol va contribuer à structurer un sol, c'est-à-dire rendre le sol, comme disait Claude Bourguignon, avec cette, on va dire, cette un peu couscous, je ne sais pas comment expliquer, très grumeleux en fait. Le fait que le sol soit structuré par cette activité biologique, cela va permettre d'infiltrer, de stocker l'eau, donc de la mettre à sa place dans le sol et non plus dans l'atmosphère. Donc là, je ne suis pas hydrologue, donc pour le coup, les collègues pourront le spécifier beaucoup plus que moi. Et donc, surtout aussi, va potabiliser l'eau, parce qu'on peut avoir un phénomène d'infiltration de l'eau qui est en fonction du sol, mais on va voir que la texture du sol, c'est-à-dire est-ce que c'est un sable, est-ce que c'est un limon, est-ce que c'est de l'argile, et en fonction de la biologie, on ne va pas avoir la même capacité d'infiltration. Et on appelle ça pénétrabilité du sol. Est-ce que le sol est pénétrable ou pas? Et on a des engins pour mesurer ça. L'objectif de votre thèse, c'est de démontrer quelle hypothèse ou de conduire quel type de recherche? Alors, c'est une thèse qui est très interdisciplinaire. Pour le coup, c'est un sacré pari. Donc, on est dans de la science de gestion au niveau territorial. Donc, ça a pour but de servir beaucoup de collectivités territoriales, mais pas que. Ça a aussi pour but de développer des stratégies de sécurité en considérant l'écologie comme quelque chose de fondamental pour l'économie et pour notre sécurité. Et donc, je replace en fait le sol et sa santé, et notamment le microbiote du sol, comme un enjeu de résolution de risques systémiques. C'est-à-dire qu'en prouvant dans une première partie qu'on est capable de régénérer le microbiote du sol dans des temps impartis, parce que la temporalité est très importante, le sol c'est une ressource finie, et pour le régénérer, on ne sera pas du tout sur le même principe temporel et la même étendue temporelle que notre temps à nous d'humains. Donc il faut développer des stratégies alternatives pour pouvoir à la fois produire, nourrir, assurer la sécurité alimentaire, et en même temps fournir ces services écosystémiques dont la potabilité de l'eau, l'infiltration de l'eau, et en même temps maintenir une activité économique et maintenir une stabilité politique sur ces enjeux. Donc on part, il y a énormément de microbiologie, d'expérimentation faite en coopération avec notamment le docteur Lambert du CNRS de l'Université de Caen. Et puis de l'autre côté, on est sur la partie sciences de gestion où on va vraiment interviewer les partis, les élus politiques et les autorités locales, régionales, avec lesquelles en fait, on va développer ces axes. Est-ce que vous constatez justement dans les entretiens que vous faites avec ces acteurs locaux, mais aussi avec les acteurs économiques, vous travaillez avec des exploitants en viticulture? Viticulture et céréales. Oui. Est-ce que vous constatez, je vais employer des grands mots, une augmentation de l'intelligence des acteurs sur ce sujet? Tout à fait. Pour juste rebondir, on ne vous ferme pas les portes aujourd'hui? Alors, oui et non. Je pense qu'il y a aussi un effet de mode. Donc effectivement, avant, c'était la mode carbone, captation du carbone pour élaborer des métriques. Maintenant, c'est l'eau. Et c'est vrai que le sol, il est sûrement le prochain sujet, puisque le sol, c'est un peu la fondation de notre civilisation. Et il y a effectivement une prise de conscience grâce au désilotage académique aussi. Donc ça, c'est la vision systémique est très importante. Donc merci encore une fois, parce que c'est ce que vous appelez, je crois, l'acculturation aussi. Et donc, sans interdisciplinarité, il ne peut pas y avoir cette prise de conscience. Alors ce matin, vous avez assisté à ces deux interventions. Qu'est-ce qui, dans ce que vous avez écouté, fait écho à vos recherches? Est-ce que vous avez, à l'inverse, des points que vous souhaitez pousser ou que vous souhaitez souligner? Alors, j'ai noté sur mon petit portable quelques points. Pour le coup, alors je vais d'abord commencer avec Madame Huot.
où effectivement, donc, quand vous dites que 100% sur 100% des précipitations d'eau, il y a que 60%, enfin, il y a 60% d'évaporation. Effectivement, c'est énorme et que, en fonction de la perméabilité du sol, l'eau va-t-elle s'infiltrer ou non. Et donc ça, c'est un point très technique dans lequel justement je travaille dans mes travaux de recherche, puisque l'un on va dire l'ennemi public numéro 1 aujourd'hui du sol, c'est le tassement du sol, qu'il soit agricole ou lié à une construction, car ce sol permettra ou non d'infiltrer l'eau. Et c'est l'une des premières causes sur lesquelles on travaille. Donc, je vous rejoins vraiment là-dessus à 100%. Ensuite, sur l'aspect, aucune solution standardisée pour la France, car plusieurs climats, effectivement, il n'y aura pas non plus de solution standardisée pour les sols. Il n'y a pas un sol, il y a des sols, puisque pour les amateurs de vin, un sol va se traduire par un terroir. Et donc, nécessairement, un terroir se traduit par de la biologie endogène, par des micro-organismes locaux, par une texture particulière, l'argile dans le sud-est, etc., etc. Donc, solution locale pour des désordres globaux, effectivement. Ensuite, quand vous dites gérer l'incertitude, effectivement, aujourd'hui, l'incertitude, ça va devenir la constante. Et donc, la notion de flexibilité, et donc de pouvoir faire redescendre, ruisseler la connaissance, pour le coup, au niveau des différents secteurs, des parties prenantes d'une société, est pour moi très importante pour augmenter la compréhension des enjeux. Et donc, ça va augmenter la capacité d'y répondre. Ensuite, Esther, pour le coup, quand vous dites quand l'eau retombe sur les continents, l'eau est captée par la végétation. Effectivement, oui. Et elle est... oui, non mais tout à fait, je vais faire un zoom là-dessus. Mais aujourd'hui, elle est malheureusement mise à mal, cette fonctionnalité, à cause de sols tassés, dépeuplés de leur biologie, et donc dans l'incapacité de pouvoir faire ça. Enfin, alors, la valeur économique, demain, justement, donc il y a un contexte théorique qui s'appelle la sécurité des sols du professeur McBratney, un très grand éminent professeur en Australie, qui répond sur les métriques du sol, quelle va être la valeur du sol demain, quand on y réinsère ces écosystèmes. Voilà. Il va falloir repenser les sols. Un léger rebond de votre part, et on va accueillir notre deuxième grand témoin, Marie-Christine et Esther. Justement, ce lien du coup avec le sol, on voit deux enjeux, le tassement, la vie biologique du sol, je dis à ma manière, mais... Alors, moi, juste un mot, je suis ingénieur, je suis agronome, donc je bois du petit lait quand j'écoute ma gauche. Je pense que notre point commun à toutes les trois, mais je pense que c'est aussi le cas d'Emma, les portes se sont toujours fermées, même moi, parce que j'étais agronome dans un monde d'ingénieurs polytechniciens, et je voyais déjà à 10 ans d'avance, comme nous trois et nous quatre, et en fait, les portes se sont vraiment fermées devant nous en disant, tenant... Moi, c'était... non, mais attends, tes solutions de la nature, là, les tampons, on maîtrise tout. La techno, on maîtrise tout. Toute l'eau passe dedans. Aujourd'hui, l'eau, elle déborde. Donc, vous voyez... je crois que c'est un point commun. Ce que je retiens dans le sol, c'est à nouveau le terme que j'aime utiliser, c'est le monde de l'invisible et du visible. Le sol est l'interface essentielle. Et c'est là où je reviens sur attention aux fausses bonnes idées. Ce qu'a montré Esther, je resterai juste là-dessus, sur la ville, l'eau dans la ville, oui, mais à nouveau, chaque capitale, chaque ville a sa solution. Copenhague vit avec l'eau. Les enfants jouent avec l'eau. Les architectes ont pensé, c'est une ville nouvelle également. Tout a été pensé. Tokyo, moi j'y ai travaillé pour les Jeux Olympiques de baignade, puisque c'est une de mes spécialités, et on m'avait demandé de comparer Tokyo, pourquoi on ne fait pas la même chose qu'à Tokyo, à Paris. Sauf que j'ai expliqué le truc de base. C'est même, tout le monde ici dans cette salle pourrait le dire, mais c'est pour vous dire comment nos ingénieurs parfois disent « Ah, mais pourquoi tu ne me fais pas la même solution à Tokyo pour aller voir notre chère mère ?» J'ai dit, vous voyez, deux différences clés. Tokyo, c'est une ville neuve, tournée sur la mer. Paris, c'est une ville très ancienne, très concentrée, avec un fleuve. Déjà, rien que ça. Je peux vous dire, le silence dans la salle, j'avais l'impression de... donc, tout part de là. Et donc, Copenhague a sa solution. Lyon, c'est une ville de fleuve, a sa solution. On ne va pas faire la même chose à Paris. Et si on veut reproduire, c'est là le plus grand risque, si on veut reproduire la même solution à Lyon qu'à Paris, qu'à Marseille, qu'à Bordeaux, les trois autres villes, elles vont un jour mal se réveiller, ou sous l'eau, ou plus d'eau,
ou défoncés, ou des problèmes avec l'électricité, parce que l'eau et l'électricité, ça ne fait pas bon ménage. Les pompiers le savent bien. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, surtout, le mot que je retiens, interdisciplinarité, décloisonnement, et merci, parce que c'est en travaillant tous ensemble, en s'acculturant tous ensemble, nous aussi, on s'apporte les uns les autres. Je pense que c'est là qu'on trouvera la bonne trajectoire et les solutions de demain. Esther ? Oui, avec plaisir, merci beaucoup. Entièrement d'accord, effectivement, on ne peut pas répliquer toutes les solutions. C'est intéressant de voir ce qui se fait à l'étranger parce que ça nous montre des pistes et ça nous montre à quel point parfois on est en retard, mais évidemment qu'on ne peut pas tout répliquer. Et sur la partie des sols, c'est passionnant. Je ne pensais pas encore, il y a peut-être un an, être aussi passionné par les sols. En revanche, ce que j'aimerais, c'est potentiellement qu'on travaille ensemble pour y mettre une valeur à chaque fois pour les entreprises en fonction de là où elles sont. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on compte l'eau sur la supply chain et qu'on montre à des grands groupes. C'est-à-dire quand on me dit, tu travailles sur l'eau, est-ce que tu travailles avec Veolia ou Suez ? Non, mais je vais travailler avec des grands du textile, de l'agriculture, de la pharmacie parfois. Et donc l'idée, c'est de montrer sur la supply chain à quel point ils sont vulnérables à l'eau. On met des euros là-dessus et il faut qu'on mette des euros sur les sols parce que n'y a qu'avec les euros qu'on va pouvoir atteindre un COMEX et potentiellement changer une décision financière ou opérationnelle. Donc voilà, j'espère qu'on pourra potentiellement en parler. Avec grand plaisir. On va continuer en s'acheminant vers un début de conclusion, mais avec notre deuxième grand témoin qui est Emma Aziza. Je vous invite à nous rejoindre et je vous remercie très chaleureusement d'être venu ce matin. Emma, on vous a vu pour ceux qui étaient à l'Université de la Ville de Demain en mai dernier. Et vous êtes hydrologue et vous êtes même une avocate de l'eau, on pourrait dire. Comment est-ce que vous voyez ces enjeux qu'on a évoqués ce matin, à la fois des enjeux d'acculturation, comprendre ces métriques, ces échelles, comprendre ces enjeux, comprendre aussi les questions de gouvernance, la question de contextualisation, les liens systémiques entre eau, parler d'eau sans parler de sol, c'est presque quelque chose qui serait absurde finalement. Comment vous vous positionnez justement sur toutes ces questions et selon vous, quels sont les efforts que l'on doit mener en priorité aujourd'hui dans nos différentes organisations, entreprises et collectivités ? Ce que l'on voit, c'est déjà à quel point cette eau, elle traverse tous les milieux. Elle passe par les sols, elle passe par les villes, elle passe par des tuyaux aussi. Et donc, en réalité, à travers cette eau, on arrive à lire un peu l'histoire du monde tel qu'il se dessine aujourd'hui. On est tous un peu traumatisés par les images qu'on a tous vues à Valence avec ce nombre de victimes. Et on a trop tendance à faire un raccourci assez rapide en se disant, regardez, on émet trop de gaz à effet de serre. Eh bien, la conséquence, c'est ce que l'on voit à Valence. Et je crois qu'il faut être humble par rapport au cycle de l'eau, parce qu'il a toujours montré des extrêmes climatiques, et encore plus sur le pourtour méditerranéen. Si on remonte en 1971, on avait 5 mètres d'eau dans la ville de Valence et plus de 80 victimes. Donc, en fait, tout simplement, il va falloir peut-être faire attention entre ce cycle de l'eau tel qu'il existe, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps, qui a toujours généré des précipitations extrêmes sur un bassin méditerranéen qui est quasiment un grand lac. Il faut imaginer le détroit de Gibraltar qui fait que 16 km de large. Et donc, en réalité, qui va avoir une masse d'air potentiellement humide extrêmement important et donc qui va être soulevé dans ces montagnes qui entourent Valence. Et donc, on est sur un aléa naturel qui va, en plus, avoir quelque chose de différent en ce moment, c'est-à-dire que la signature va s'accentuer, les pluies vont s'accentuer, ça a été évalué sur Valence, c'est 12% de plus. Alors est-ce qu'avec 88% de ces pluies, on aurait eu autant de morts? Sans doute. Mais effectivement, rajouter un tout petit peu plus d'eau, potentiellement, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc à un moment donné, c'est cela auxquels on va devoir se confronter. Ça, c'est pour les phénomènes extrêmes, mais si on va dans nos villes aujourd'hui, un chiffre assureur sur ces 5 dernières années nous montre que 50% des personnes qui ont été inondées l'ont été en dehors de zones inondables. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte le fait que le cycle de l'eau est en train de se dérégler, le pouvoir précipitant du nuage est en train de se transformer, il devient plus puissant, tellement plus puissant que l'eau n'a plus le temps de rejoindre les cours d'eau, et donc l'eau s'écoule dans une rue, se met en charge et transforme la rue en rivière. 50%, c'est pas rien en France, c'est pas qu'on a mal calibré, parce que nos ingénieurs font quand même bien le travail en France, c'est plutôt qu'en réalité le risque se transforme et va ailleurs. Et donc ça va vouloir dire que cette eau-là, quand elle va être accueillie par ce sol urbanisé,
et qui va se mettre en charge, ça nous raconte une autre histoire. Ça nous raconte un cycle de l'eau qui se transforme face à un cycle de l'eau qui est devenu totalement humain, parce que cette verticalité que l'on voit à travers les villes ou à travers nos terres et nos sols, elle ne se fait plus. Et donc, quand on n'a plus cette verticalité, eh bien, en réalité, qu'est-ce qui se passe? On perd un réservoir. Et ce réservoir, ce sont nos nappes, qui sont les socles de ce cycle de l'eau. C'est un socle et un réservoir totalement invisible qu'on a totalement oublié pendant des décennies. On ne s'est jamais vraiment posé la question du fait que, eh bien, en réalité, cette eau souterraine avait un rôle clé. Et la science vient nous raconter quelque chose d'assez nouveau. Premièrement, elle nous raconte qu'il y a un lien direct entre le niveau d'une nappe phréatique et la capacité de produire sur le plan agricole, la capacité de réussir à être fertile. Et donc, on se rend bien compte à quel point, eh bien, si on va pomper dans les nappes, à un moment donné, on va enlever cette capacité de fertilité du sol et on va se tirer une balle dans le pied. Donc, ça, c'est une première chose, mais ne plus accueillir cette eau dans nos villes, eh bien, et ça a été très bien dit avec la question des bétons poreux, c'est à un moment donné, on perd cette verticalité, on n'est que en surface, on augmente les surfaces et on augmente notre exposition et notre vulnérabilité. Et donc, dans tout ça, je voudrais vous raconter peut-être deux choses sur cette question du cycle de l'eau. Premièrement, un mensonge qu'on nous a raconté à l'école. On nous a dit que ce cycle de l'eau était renouvelable. Ça fait très longtemps que depuis que l'homme a appréhendé ce cycle de l'eau, il a empêché cette renouvelabilité, qui d'ailleurs continue à être une idée commune qui fait que une des premières questions qu'on me pose souvent sur un plateau télé, c'est « mais il a plu ». Donc il n'y a plus de problème de sécheresse. La question est beaucoup plus complexe parce qu'en réalité, si vous avez 100% de pluie qui tombe, dans un cadre idéal, dans un laboratoire de recherche, vous avez 9% d'eau qui finit par rejoindre une nappe. Et justement, dans le cas où le sol est absolument parfait et où le microbiote et toutes les espèces se parlent et derrière s'enchaînent pour permettre cette perméabilité. Ça nous raconte quelque chose d'important. Ça veut dire qu'il va falloir jouer différemment avec nos cycles de l'eau dans nos villes et que récupérer l'eau de pluie, c'est comme si on récupérait 10 fois l'eau de la nappe. Donc, plus on va optimiser le fait d'accueillir cette eau de pluie, va venir résoudre de nombreux enjeux. Un des enjeux que je vois, qui est une question d'assurabilité, notamment dans le milieu que l'on retrouve du bâtiment, c'est à quel point il y a de plus en plus une explosion du nombre de risques de retrait-gonflement d'argile, ça a été dit tout à l'heure. Ce risque-là, aujourd'hui, devient quasiment plus assurable alors qu'on a une solution simple et magique qui réduit 90% du risque et qu'on ne la met pas en œuvre. Alors c'est quoi cette solution ? Eh bien, c'est simplement que si vous avez un sol qui se rétracte massivement et que vous avez une chute d'humidité des sols massive, eh bien, il suffit de le réhydrater, ce sol. Pendant la période de sécheresse, ça paraît simple. Et pour pouvoir le réhydrater, il faut avoir récupéré la pluie quand elle est tombée avant, et donc avoir des récupérateurs d'eau. Et il ne suffit pas d'avoir des éléments très complexes avec des microcapteurs. Juste un tuyau d'arrosage tout autour d'une maison suffit et réduit de 90% le risque. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi ce n'est pas dit ? Parce qu'il y a vraiment encore un gap, j'ai presque envie de dire un saut quantique à faire, entre la réalité des phénomènes et derrière le lien avec les solutions. Il va falloir qu'on aille vers des solutions rapides, immédiates, partout. Ça veut dire que demain, il faudra intégrer dans la construction d'un bâtiment le fait de pouvoir accueillir cette eau. On le faisait à l'époque, on avait tous des énormes récupérateurs d'eau souterrains situés sous nos anciennes maisons. C'est quelque chose qu'on a oublié et donc c'est quelque chose qu'il va falloir retrouver. Ça, c'est dans un cadre de ville, mais effectivement, dans un cadre où nos sols sont toujours plus compactés, eh bien, vous créez des axes de pente préférentiels toujours plus rapides qui emportent toujours plus nos sols et qui nous font perdre encore ce potentiel derrière de capacité, que ce soit alimentaire ou autre. Donc, je vous disais deux choses. La première, c'est que le CIP n'est plus renouvelable. Pourquoi il est plus renouvelable ? Parce que l'intégralité de toute l'économie, et ça a été bien dit derrière avec le fait que ce qu'on cherche, c'est surtout à mettre des euros ou des dollars en face des choses. Eh bien, pour pouvoir mettre beaucoup de dollars en face des choses, il faut beaucoup d'eau. Et donc, c'est ce que l'humanité a fait depuis ces dernières décennies. Et si vous voulez aujourd'hui accroître une production, il faut accroître la consommation en eau. C'est mathématique. Et donc, eh bien, de cette manière, on s'est mis à vider peu à peu tous les aquifères qu'on a à peu près dans le monde, que ce soit en Inde, que ce soit en Asie. Alors jusque-là, on ne le voyait pas. Donc tant qu'on ne le voit pas, finalement, on ne se pose pas trop de questions.
Le problème, c'est que là, ça commence à se voir parce que la NASA a envoyé des doubles satellites qui permettent de comprendre quel est le niveau de pillage des nappes phréatiques dans le monde, et ça commence à faire peur quand on se dit que certaines nappes, comme une nappe en Chine qui alimente 1 milliard de Chinois, pourraient se tarir d'ici 5 ans. Eh bien, il va falloir se poser des questions parce que cette riziculture qui est nourrie à travers des pompes, eh bien, comment est-ce qu'à un moment donné, on réussira à rebondir? Donc, je crois que ce cycle de l'eau, il nous demande d'aller plus loin, plus en profondeur, mais aussi plus en hauteur. Et comment est-ce qu'on va plus en hauteur et qu'on cherche à comprendre? Eh bien, peut-être en revenant à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de comprendre comment se forme la pluie. Parce que souvent, c'est une question qui semble évidente. Eh bien, pour former une pluie, il faut ensemencer un nuage. Alors, on le dit de manière artificielle, parce qu'on l'a bien vu tous à Dubaï. On a tous découvert qu'on ensemençait des nuages. Là, le Maroc vient de lancer 27 sites d'ensemencement de nuages qui vont fonctionner tout au long de l'année. Donc ça pose d'autres sujets, mais sans aller sur la question artificielle, juste en revenant sur la question uniquement en fin de compte naturelle de ce cycle de l'eau. Pour pouvoir fabriquer une goutte d'eau, eh bien, il vous faut un socle, un support, une graine. C'est pour ça qu'on parle de semence. Cette graine, c'est le sel marin. Donc, on retrouve dans 80% de nos océans. C'est pour ça qu'on retrouve dans nos océans. C'est pour ça que 80% des pluies naissent dans les océans. Et seulement 20%, 21 exactement, pénètrent dans les continents et vont se recycler. Et quand on fait le calcul de toutes les pluies qui naissent des océans et de toutes les pluies qui naissent des continents, eh bien, on se rend compte que c'est le 2/3 des pluies qui naissent des continents. Ils naissent des continents parce qu'il y a un sol, effectivement, mais ils naissent des continents aussi parce qu'il y a cette graine qui permet de fabriquer la pluie. Et donc, un chercheur, en 82, s'est intéressé à ce que pouvait être cette graine. Et là, il a découvert quelque chose d'absolument incroyable. Alors à l'époque, vous savez, comme toute grande découverte scientifique, ces idées sont toujours combattues fermement. Et puis finalement, ça a été tellement admis qu'on s'est rendu compte que cette graine-là, continentale, existait partout. Et cette graine, c'est une bactérie. Et cette bactérie, en fait, elle a une capacité sur sa capsule d'attirer les micro-gouttes de glace, puis les micro-gouttes de pluie, et ensuite de générer une pluie qui va être assez lourde, qui va retomber par gravité. Donc, elle va être capable de transformer la vapeur d'eau en une eau liquide et donc de fabriquer nos pluies. Alors, cette bactérie, elle existe sur quasiment tous nos végétaux, toutes nos forêts. Et donc, quand on commence c'est une bactérie pathogène que l'on retrouve sur les végétaux. Et donc, quand on commence à comprendre ça, on comprend peut-être l'autre manière qu'il faudra intégrer pour pouvoir transformer nos villes. C'est-à-dire qu'on a toujours été convaincus que nos forêts avaient besoin des pluies pour exister, que nos champs avaient besoin des pluies, et peut-être qu'on va commencer à comprendre que c'est la pluie qui a besoin des forêts. Et quand on commence à comprendre ça, on commence à changer un peu le paradigme et notre manière de voir le cycle de l'eau, et surtout de comprendre que tout comme le microbiote des sols, qui est composé de bien plus de bactéries que de molécules de terre, eh bien, comme nous sommes faits de bien plus de bactéries que de cellules humaines, à notre propre échelle, sinon nous ne fonctionnerons pas. Eh bien, nous avons un microbiote également de l'atmosphère. Et dans cette atmosphère, on retrouve non seulement des bactéries, mais on retrouve des spores, on retrouve tout un tas d'éléments qui permettent une vie dans l'atmosphère. Et c'est cette vie qui permet d'avoir des pluies. Et donc, quand vous perturbez l'intégralité de ce système, eh bien, en réalité, vous perturbez le potentiel demain d'avoir un cycle de l'eau qui est apaisé. Ce cycle de l'eau est en train de s'accélérer à une vitesse qui aujourd'hui est mesurable, puisqu'on est capable de mesurer l'augmentation du taux de salinité dans les mers et les océans. Donc on est capable de voir comment l'évaporation est en train de s'accélérer actuellement. On est à peu près à 7% d'accélération du cycle de l'eau au niveau mondial. Donc ça nous met face à des vrais défis. Et le premier des grands défis qu'on va avoir, nous tous, mais vous aussi, à travers vos projets, ça va être de venir freiner le cycle de l'eau, de venir désaccélérer, un peu comme dans notre vie. On est toujours en train d'accélérer notre quotidien. Eh bien, peut-être que freiner, ça permet aussi de poser les choses, et on va sans doute avoir besoin de tracer ce nouveau chemin qui va être essentiel, d'ailleurs, que ce soit à l'échelle de nos vies et de notre quotidien, ou que ce soit à l'échelle du cycle de l'eau. Merci beaucoup. Merci.
Je note que quand on parle de pouvoir précipitant des nuages, de rivières atmosphériques ou encore cette magnifique image, la pluie a besoin de la forêt, on voit aussi que par rapport au CO2, il y a quand même un langage scientifique un peu plus poétique quand on parle de l'eau, sans relativiser les propos. Simplement, on a bien, je pense, vu les enjeux systémiques. À la fois, on parle de ville, mais on parle de rural, on parle d'eau, et on ne peut pas parler d'eau sans parler de sol, on ne peut pas considérer le grand cycle sans le petit cycle, etc. Il y a cette dimension systémique qui appelle une compréhension interdisciplinaire. Mais dans la salle, vous êtes, on le sait, parce que vous êtes inscrit, donc on sait d'où vous venez, vous êtes dans des grandes et des petites entreprises avec cet enjeu de savoir, une fois qu'on reçoit toute cette information, comment on agit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Il nous reste quelques minutes pour prendre vos questions, si vous souhaitez en poser à nos différentes intervenantes. Bonjour, Cyril Billot, Bouygues Construction. Je suis un directeur du développement de l'habitat-habilité et je prends cette thématique de la gestion de l'eau parce que je pense qu'elle est un vecteur différenciant essentiel pour repenser hors les murs et hors la réhabilitation seule de la caisse. On est tous obnubilés par la rénovation énergétique, mais il y a a priori d'autres enjeux. Ma question, elle est peut-être trop simple, mais est-ce que, quand on voit l'ampleur de ces problématiques, est-ce qu'il y a un enjeu à penser petit, c'est-à-dire à l'échelle d'un bâtiment collectif, de quelques maisons individuelles? Est-ce que finalement, intégrer cette thématique de l'eau pour penser hors les murs nos réhabilitations, est-ce que ça a du sens sur un bâtiment collectif de 20-30 logements? Est-ce que ce petit effort va servir la cause, en fait? Marie-Christine puis Emma. Oui, bien sûr. Alors, je suis passée rapidement et on pourra en reparler. En fait, c'est la notion de petite boucle. La question, c'est un peu l'exemple de Copenhague sur le pluvial. On prend les eaux pluviales et on crée des boucles locales extérieures. Après, la question qu'on peut se poser, c'est au niveau du logement, on fait quoi? Il y a eu le temps des écoquartiers qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années. Tout le monde en souvenir, BZ, Fribourg. Des petites boucles courtes dans lesquelles on fait re-rentrer l'eau. C'est pour ça que je vous évoquais comment évoluer la réglementation sur les eaux impropres à la consommation. Après, la question, c'est de ne pas se tromper de solutions. Il y a des bonnes idées qui deviennent des mauvaises solutions. Et il y a des idées sans regret qui deviennent des bonnes solutions durables. Donc tout s'étudie au cas par cas. Et bien évidemment, la notion de zoom, si je puis dire, de changement d'échelle. Mais ce que j'ai essayé de vous montrer, en tout cas ce qui est important, c'est de comprendre l'imbrication permanente. D'ailleurs, ce qu'a redit Emma, Esther, c'est que tout est en mouvement, tout s'accélère. Et donc, comment on freine sans perdre l'équilibre? En fait, la question, c'est de ne pas redéséquilibrer aussi dans un autre sens. Je donne un exemple tout bête. Est-ce que vous savez comment sont dimensionnés les réseaux d'eau potable pour arriver dans vos bâtiments? 90% du dimensionnement et de la taille est fait pour un risque. Lequel? Incendie. Voilà. Donc, quand on a compris déjà ça, on se dit... On ne peut pas se couper du réseau d'eau. Moi, j'ai entendu des entreprises plus ou moins petites, plus ou moins grandes, qui disent « mais à un moment, on va vivre en autonomie ». Ben oui, mais tu fais comment s'il y a un incendie? Donc, par exemple, en revanche, à Tokyo, parce que c'est ville nouvelle, parce qu'ils ont pensé par bloc autrement, en Australie, c'est pareil. Comme il y a la pluie, ils ont des stocks d'eau sur les toits. C'est la tour infernale. Nous, on n'a pas la tour infernale. On n'a jamais pensé les systèmes par tour infernale. Voilà. Donc tout s'étudie au cas par cas, mais voilà, tout est question d'imbrication, tenant compte de ce qu'a dit Emma, des sols, de ce qu'il y a sous le sol. Parce que bien sûr, il y a le microbiote, mais il y a aussi en fonction des villes, là où on est. Quand je parlais des friches, c'est un terrain de jeu formidable, parce qu'on ne va pas faire la même chose au cœur du 6e arrondissement ou du 5e, ou au cœur d'une friche à Saint-Cyr-l'École, où on réhabilite la friche militaire, et où le sol et le sous-sol sont naturels, si je puis dire. Peut-être pour répondre à une autre échelle, celle du cycle de l'eau, on a plusieurs études qui nous montrent que déjà, il n'y a pas un, mais des milliards de microcycles de l'eau. Et donc, quand vous transformez un territoire ou que vous transformez même un bâti ou un quartier, eh bien, vous allez transformer localement l'accueil de ce cycle de l'eau, voire même parfois la météorologie locale.
Et donc, deux exemples. Le premier, c'est un post-doctorat qui avait été mené par un Français sur un sous-bassin du bassin du Murray, donc en Australie, où ils ont décidé de désimperméabiliser l'intégralité du sous-bassin. En l'espace d'1 an, on a récupéré 90% de la qualité de la rivière. Et donc pourquoi ? Parce qu'on a créé des noues, on a créé un ensemble d'éléments qui accueillaient cette pluie et qui permettaient à l'eau de s'infiltrer. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'avoir une pluie qui arrivait sur le sol, qui ruisselait massivement jusqu'au cours d'eau, eh bien on avait une pluie qui pénétrait à l'intérieur des sols et qui alimentait le cours d'eau par la nappe. Et donc en réalité, eh bien, on s'est retrouvé face à un filtre naturel qui est le sol. Et donc on a eu directement une perte de polluants de 90% en seulement 1 an, ce qui nous montre à quel point c'est une voie qui est essentielle. Si on prend un tout petit peu plus de hauteur, on se rend compte que le fait de réharmoniser le cycle de l'eau à toute petite échelle, vous allez avoir un impact directement sur votre bassin versant. C'est-à-dire que peut-être l'eau ne tombera pas directement chez vous si vous n'avez plus... Parce que la sécheresse appelle la sécheresse, et quelque part la pluie va rappeler aussi la pluie. On le voit un peu trop en ce moment. Mais, du coup, eh bien, si vous voulez, si vous transformer ces territoires, que vous les rendez perméables, que vous repermettez cet équilibre dans le cycle de l'eau et qu'on bascule d'une phase de sécheresse à une phase de rééquilibrage, eh bien on va retrouver des pluies sur le bassin qui finiront par arriver par la rivière. Même si elles n'arrivent pas chez vous, elles arriveront à 100 km. Tout comme, à l'inverse, eh bien, le cycle de l'eau est absolument planétaire. Et donc aujourd'hui, des études le montrent très clairement. Je ne sais pas si Esther en a parlé précédemment, mais c'est un cas qu'on a étudié toutes les deux, où on a vraiment le cas de la déforestation au Congo, qui va impacter l'ensemble des pays autour, mais qui va impacter le flux de transport de vapeur d'eau qui traverse l'océan Atlantique. Et donc cette quantité d'eau qui arrive ensuite au niveau du Brésil, qui est le géant mondial de l'eau, eh bien, si elle est moindre, elle va encore plus accentuer la déforestation et elle va accentuer le fait de perdre des cycles de l'eau qui vont ensuite se transmettre en Colombie, au Chili ou en Uruguay. Donc comprendre à quel point ce cycle de l'eau est global et surtout, quelque chose qui peut peut-être plus nous intéresser que l'Uruguay là tout de suite, eh bien, c'est le fait que cet apport de vapeur d'eau, quand il est moins important en direction du Brésil, on a un courant de jet qui est moins important dans l'autre sens et ça génère beaucoup plus d'anticyclones et de situations de sécheresse en Europe. Il ne faut jamais oublier que la France est l'entrée du cycle de l'eau en Europe. Donc quand on commence à comprendre ça, on comprend que le cycle de l'eau, finalement, est entièrement relié à l'échelle planétaire, que ce qui se passe d'un côté de la planète va directement nous impacter, mais aussi que ce que l'on fait à l'échelle très locale, eh bien, va régénérer et va recréer des boucles très locales, mais peut-être aussi avec cet effet papillon à l'autre bout de la planète. Je peux rajouter un petit mot plus écho en quelques minutes, je crois que simplement pour dire qu'effectivement il faut penser petit parce qu'il faut prioriser, qu'on ne pourra pas s'attaquer à une ville comme ça du jour au lendemain, on ne pourra pas revoir les canalisations ou les réseaux d'une ville entière, donc il faut prioriser et commencer à penser petit. Notamment, je rajoute une couche supplémentaire qui est celle qu'aujourd'hui les bâtiments ou les logements les moins bien dotés, on va dire en énergie, isolation thermique, eau, etc., c'est les logements sociaux. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, on crée une inégalité sociale de plus en plus grande entre ceux qui vont avoir accès à du bon chauffage en hiver ou au contraire à des logements bien isolés en été. On sait que beaucoup d'HLM aujourd'hui sont inhabitables en temps de canicule et que c'est des gens qui n'ont pas les moyens de partir de Paris, etc. Donc finalement, s'il fallait commencer petit, entre guillemets, et petit ne rend pas hommage au sujet, mais s'il fallait commencer petit, il faut aller regarder tous ces logements qui aujourd'hui ne sont pas au niveau de la base de ce qu'on pourrait attendre, en tout cas dans un pays français. Et ça passe notamment par restaurer les cycles de l'eau chez eux, parce que restaurer le cycle de l'eau au niveau d'un immeuble, ça permet une meilleure isolation, la végétalisation y contribue, ça permet une meilleure énergie, etc. Et donc un meilleur confort. Et du coup, on abat aussi ces inégalités, on joue sur le social, on joue sur la sécurité en ville, etc. Enfin voilà. Vraiment, le cycle de l'eau est à l'origine, encore une fois, de la sécurité en ville, que ce soit de la santé, que ce soit au niveau physique. Et je vais terminer avec quelques secondes de mots. Pour le coup, c'est exactement ça. L'intérêt par rapport à votre question sur la petite échelle, n'oubliez jamais que la petite échelle permet non seulement de faire un espace test pour le passage aux grandes échelles, et aussi le changement de paradigme économique où le paradigme de réhabilitation des services écosystémiques se fait par des petits cycles intriqués dans des grands cycles, en fait. Donc, quoi qu'il se passe, encore une fois, les solutions petite échelle, dans un grand nombre, constituent des solutions grande échelle.
On a vraiment un panel disciplinaire très intéressant parce que je trouve que ça s'envoie très bien. Une deuxième et hélas dernière question. Alors, c'est pas tout à fait une question, c'est plus une remarque en fait. Alors déjà, je me présente, je suis Anne Champéroux, Artelia. Je trouve que je suis ingénieure hydraulicienne. Alors, petite remarque, j'adore, parce qu'en fait, vous êtes que des femmes, et j'adhère à l'association qui s'appelle Elle Bouge, et qui milite autant que possible, qui travaille autant que possible, pour que les jeunes filles s'intéressent un tout petit peu à la technique, à l'ingénierie, etc. Donc, franchement, merci pour cette représentativité, y compris d'ailleurs dans l'audience. Voilà, ma réflexion, elle est, j'adhère totalement à tout ce qui a été présenté, c'est tellement vrai. Simplement de dire, les solutions techniques, et notamment, je vois cette photo-là, les solutions techniques, notamment à l'échelle de l'aménagement de la ville, etc., elles existent. Enfin, il y en a beaucoup. Elles sont multiples. Peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est qu'elles nécessitent pour leur mise en œuvre une volonté. Qui dit volonté dit, voilà, c'est souvent politique. C'est de la concertation aussi. Donc, voilà, sachez que nous, typiquement en tant que bureau d'études, on travaille sur des schémas directeurs, etc. Et ce volet de concertation est primordial, parce que les usages de l'un, y compris à l'échelle de la ville, je ne parle même pas à l'échelle d'un industriel, etc. Les usages de l'un ne sont pas forcément ceux attendus par l'autre, etc., etc. Je pense que ce serait intéressant aussi de rappeler ça, parce que là, la vraie question, c'est est-ce que tout ce que vous évoquez est possible de mise en œuvre ? Comment agir, et il faut que ça passe par une politique publique, je pense, de grande ampleur. Et vous avez la modestie de ne pas rappeler qu'Artelia a obtenu le Grand Prix de l'ingénierie pour votre Merci de le faire. Méthodo. Et notamment pour Méthodo, en effet, qui est justement cette méthode de concertation. Merci. Moi, juste une remarque, rebondir, je trouve ça très, très important de rappeler cela et d'aller plus loin au bout de la chaîne. Moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est de vérifier, quand on dit les solutions sans regret, c'est celles qui marchent durablement et qui ne mettent pas dans le mur quelques temps après. Et ça, toute l'analyse des conséquences, elle doit être faite. Et chaque conception de solution, chaque mise en œuvre de solution, avec la volonté politique. Et on se doit collectivement, parce qu'on est tous sachants dans un domaine, et c'est ensemble, on voit bien qu'on est dans la transversalité obligée, vu la complexité et l'accélération, de conseiller, si je puis dire, le politique sur la bonne trajectoire et les bonnes solutions, non seulement à la conception, à la réalisation intégrant tout ce qu'on a dit, mais aussi durablement pour que ça soit vivable socialement et économiquement. Et c'est ce défi-là qu'on doit résoudre ensemble et d'arrêter de juste de dire j'ai vendu ma chose et je suis tranquille et elle passe à mon voisin. Ça marche plus comme ça, et l'effet boomerang, c'est l'exemple de Valence ou d'autres, qu'à un moment, la boucle est bouclée. Moi, je voulais juste raconter quelque chose de beaucoup plus poétique que des questions de gouvernance territoriale essentielles, qui sont des verrous à lever clairement. C'est que tous les peuples autochtones dans le monde considèrent que l'eau, c'est la femme. Et donc, je trouve ça assez intéressant de voir qu'effectivement, on est un panel très féminin pour parler de ce cycle de l'eau planétaire. Voilà. C'est un point important pour la Fondation de promouvoir à la fois une prise de parole paritaire et de promouvoir l'engagement des femmes dans la science. On le sait, il y a un enjeu notamment dans la toute nouvelle génération avec une régression du nombre de femmes en mathématiques et en sciences. Et le connecteur y veille à sa humble mesure. Je vais vous remercier car le temps a passé. Nous sommes, sans mauvais jeu de mots, mis tous au bon niveau en termes de connaissances avec tout l'ensemble des chiffres, des remarques, des approches disciplinaires qui ont été évoquées. Cette session sera retranscrite en vidéo, disponible sur la chaîne YouTube de la Fondation Palladio. Et j'invite pour les derniers mots Virginie Alonzi et Marine Cara à venir nous présenter la suite de l'action collective sur l'eau, puisque cette session n'était pas la seule. Et ce sera notre mot de conclusion pour vous mettre en perspective. Merci. Eh bien, je voulais vous remercier encore vraiment pour tous ces éléments, enfin cette richesse par rapport à vos interventions. On voit que, voilà, je pense qu'on a maintenant cette vue, en tout cas systémique, de tous ces enjeux. Donc beaucoup de travail à faire, et la force du collectif, justement, avec cette action collective, c'est d'avoir tous ces différents acteurs sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble pour avancer. Je voulais juste rappeler que donc la prochaine étape, en tout cas en présentiel, le prochain atelier, ça sera le mardi, c'est un mardi je crois, 4 février.
Donc on va se retrouver le 4 février, mais d'ici là, en fait, on va vous proposer quelques sessions version webinaire, enfin en tout cas en visio, des sessions très courtes où on aura plutôt là des retours d'expérience de différentes parties prenantes, et notamment au sein du collectif, pour partager des sujets, des retours d'expérience, des bonnes pratiques autour de ce sujet de l'eau. Voilà, ça continuera à nous acculturer, et ensuite on va passer dans une phase plus de co-construction à partir de ce début d'année. Et donc je laisse justement la parole à Marine, qui va vous faire un petit teasing pour la suite dans ces différentes sessions. Merci Virginie, merci à tous les participants, enfin les intervenantes. Un très grand merci. Moi j'ai beaucoup appris et je pense que ce que vous avez dit est essentiel sur le sujet, que c'est un thème finalement un peu invisible dans nos constructions de ville, dans nos logements. Nous, Action Logement, on loge 2,5 millions de personnes et finalement c'est vrai que ce sujet-là, on s'en est saisi avec notamment l'angle économique en se disant le prix de l'eau qui est un enjeu majeur en termes de charges pour nos locataires. Mais ce que vous avez dit est essentiel et je pense qu'on a tous un immense besoin d'acculturation, parce que je ne sais pas si vous avez appris, mais moi j'ai appris vraiment beaucoup. Et on voulait en fait collectivement pour le secteur du bâtiment monter un peu en connaissance sur ce sujet, en donnant justement à voir ces sujets qui ne sont pas forcément suffisamment visibles, et notamment la question des conflits d'usage sur les bassins versants, parce que vous l'avez vraiment dit, hein, cette approche locale. Donc nous on est dans le local au quotidien, dans le territoire, et donc on s'est dit qu'il y a un atelier qui existe qui s'appelle l'atelier compte-gouttes, qui permet à la fois de donner une vision sur la fresque de l'eau et très concrètement donner des indicateurs, parce qu'on n'a pas vraiment idée des consommations au quotidien. Et on voulait le développer dans le secteur du bâtiment. Donc il y a un collectif qui va se former, c'est une des premières actions de l'action collective, un des premiers livrables. Donc si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, vous pouvez vous manifester à la fin de la réunion, et on va essayer de développer ensemble, avec l'intelligence collective de ce collectif et avec tout ce que vous nous avez apporté comme éclairage et comme matière, on va essayer de travailler sur ce sujet pour vraiment donner plus de visibilité à ce sujet qui n'est pas suffisamment connu, et pour nous aider en fait à terme à prendre les bonnes décisions, puisqu'on se rend compte qu'il y a plein de fausses bonnes idées, des idées qui nécessitent d'être éclairées, challengées et puis déclinées au niveau très opérationnel. Et nous, c'est notre besoin. Donc on va déjà modestement commencer par ce premier sujet, et c'est ce que je voulais vous partager. Donc si vous êtes intéressé pour apporter vos connaissances, vos expertises sur ce sujet-là, et développer un atelier compte-gouttes spécial bâtiment pour ces conflits d'usage à l'échelle d'un bassin versant, eh bien on sera à votre écoute et on pourra animer ensemble ce premier travail. Céline, Esther, Marie, Christine et Emma, au nom de la Fondation Palladio et de sa présidente Méca Brunel, nous vous remercions très chaleureusement de votre intervention. Et puis à toutes et à tous, nous vous convions autour du café pour prolonger les échanges. Merci beaucoup. Merci.